beaucoup et puis je salue tout le monde, capitaine de nous à soir. Merci en pile pour l'invitation. Effectivement, nous allons parler de ressources minières. Est-ce que vraiment en Haïti, nous avons pile ressources, j'ai dit, hein, sur les réseaux sociaux? Haïti, il y a pile ressources minières, nous trop riches pour nous pauvres. Donc, il y a pile barre cap dit. Et c'est un sujet qui est méconnu, que nous comprenons très bien, et que le monde n'a pas fait confiance tout à ça cap dit, hein. Et merci beaucoup du fait que on m'a dit me traiter ce sujet ça. Maintenant, qui est-ce que m'y pour me parler de ce sujet ça? Tout d'abord, je suis un ingénieur. J'ai étudié dans la faculté des sciences de l'Université d'État d'Haïti, mon diplôme d'ingénieur. J'ai une licence en géologie appliquée à la recherche minière, toujours dans la faculté des sciences. Après ça, j'ai fait une spécialisation en France, côté que j'ai étudié géologie à l'école des mines de Paris. Et là, je décroché mon diplôme. Et depuis que je suis entré en Haïti, je travaille dans l'administration publique. Donc, je fais toute carrière, moi, dans le secteur minier. Donc, je remplis toute fonction. Je travaille tout d'abord dans l'INAREM, ensuite dans le ministère des Mines, et ensuite dans le bureau des Mines. Donc, je suis un professeur d'université. Donc, est-ce que j'ai capacité pour me parler de Baïsao? Bien sûr, parce que j'ai deux casquettes. Une casquette de professionnel d'abord, en tant que géologue. Un géologue senior qui a eu un privilège de participer à la recherche minière en Haïti. Donc, je un géologue qui était dans un bureau qui a pris rapport. Non, je maintenant à la patte. En pile bagaille que je vais dire là, je participe à la recherche. Donc, il y a un pile chiffre que je vais avancer. C'est peut-être auteur d'un pile calcul de ressources. Donc, en tant que professionnel, je suis capable d'intervenir parce que moi, j'ai participé à la recherche. Deuxième casquette là, actuellement, moi, c'est directeur général de Romine Ak Énergie. Donc, c'est une voix autorisée. Donc, là, me dit un bagage, je ne suis pas capable de dire n'importe quoi. Il faut que son bagage qui est vérifié, qui a un sens. Donc, avec une casquette de professionnel, avec une casquette de directeur général de l'institution publique, donc, je pense que moi, je suis parfaitement autorisé pour me parler de ça, me parler. Hein. Et moi, toujours pratiquer la vérité scientifique, parce que je me parle à vous dire là, pour me faire personne plaisir, pour me dire ça ou t'as rien m'entendez. Ce sont des faits, ce sont des bagages techniques que liés. Donc, si un et 1 fait 2, je ne vais pas pour me dire que un et 1, c'est 4 que le fait. Donc, ma base est sur des faits concrets, sur les études qui sont vérifiables, étudios là. Donc, tout le monde est capable de venir vérifier sur tout bagage que je vais parler là. Donc, au moins, on n'est pas d'accord. Si on n'est pas d'accord, qu'on a venir avec un compte expertise, un rapport qui montrait que non, ça me dit que ce n'est pas vrai, mais ça que lié. Donc, nous sommes capables de discuter. Même tout ça m'a dit, tout appuyé sur des rapports qui existaient, toute l'archive. Donc, c'est à ce titre-là que je vais vous parler des ressources minières et est-ce que nous gagnons vraiment, est-ce que c'est une fiction ou bien une réalité. Alors, plan présentation, là, très didactique. La fait en deux parties. Première partie, on entend-nous sur l'expression ressources minières. Parce que, en plus, le monde parle de ressources minières, de mines, bon, chaque monde a une compréhension de l'expression. En tant que professionnel, l'on dit ressources minières, ça a une signification pour moi. Donc, je permets que nous tous sur la même longueur d'onde, l'homme dit ressources minières, compte de qui ça que m'a parlé. Et deuxième partie, c'est répondre à la question directement. Est-ce que vraiment nous avons des ressources minières dans le sous-sol? Est-ce que c'est une fiction ou bien c'est une réalité? Est-ce que c'est un mythe ou bien quoi est-ce que c'est vrai? Donc, c'est deux parties ça, que nous allons laisser présenter. Et j'espère qu'à la fin de la présentation, on a bien possibilité de faire débat sur lui, poser des questions et de la mesure du possible, si je suis capable de répondre, je vais répondre à la question. Première partie, on bien comprendre l'expression ressources minières. On commence par dire, qui ça que ressources minières paillées? Nous connaissons en Haïti, nous connaissons parler de trésors, de coffrets de trésors. À l'époque de la colonisation, nous connaissons que on parle de richesse, toutes ces ouvertures, de richesse des salines, et que la guerre de l'indépendance, le blanc a couru, français, il a quitté des trésors. Donc, tout le monde pensait qu'en Haïti, nous avons des coffrets remplis d'or, remplis de pièces, remplis de trésors. Eh bien, ce ne sont pas des ressources minières. Ensuite, ce ne sont pas des jarres qui sont remplis de pièces d'or. Parce que jarres, ça est capable
détecter avec un détecteur de métaux, mais tout ceci ne fait pas partie des ressources minières. Les ressources minières ne sont pas également des cavernes d'Ali Baba. Parfois, on a rêvé que les ressources minières en Haïti ont été longues grottes et pour joindre l'or, ou joindre cuivre, ou en tout cas des trésors là-dedans. Souvent, nos trésors dans une grotte, ce n'est pas ressources minières, ça sont autre bagaille. Par contre, qui est-ce qui met des trésors là et ça fait là? Mais ce ne sont pas des cavernes d'Ali Baba, ce ne sont pas non plus des galions qui sont remplis de trésors, des galions naufragés dans les eaux territoriales d'un pays. Donc, on est à l'époque que tu as des pirates, tu as des bateaux qui ont traversé la zone à tortue. Donc, tu as fait naufrage, et bateaux, ça a plein de trésors là-dedans. Et si tu fais naufrage, probablement, il y a un ballon mer. Et trésors, c'est un ballon mer. Nous avons entendu des vidéos qui disent que nous avons un paquet de frégates, nous avons un paquet de bateaux en ballon mer, des trésors qui vaut des milliards et des milliards de dollars. Bon, par contre, si ça existe, vrai, mais ces frégates, ces bateaux, ces galions remplis de trésors ne sont pas des ressources minières. Nous ne sommes pas capables de ranger dans la catégorie ressources minières. Alors, si tout ceci ne constitue pas des ressources minières, c'est quoi les ressources minières pour un professionnel? Ce sont des concentrations dans le sous-sol ou bien dans la mer de substances minérales, c'est-à-dire de roches, qui sont des minéraux ou bien des minerais, sous forme solide, liquide ou gazeuse. Il y a quelques images là qui illustrent ça les ressources minières. Ce sont des roches, ce sont des minéraux, des roches ou bien des minerais qui viennent au métal là-dedans, qui ont valeur économique. Donc, les capables solides, là, nous voyons roche qui vient cuivre ou bien l'eau là-dedans. Donc, les capables gazeuses, ou bien des couches qui viennent gaz en bataille, ou bien encore liquide, ou bien des pétroles. Donc, les ressources minières, ce sont pratiquement des roches solides, ou bien encore sous forme gazeuse, ou bien encore sous forme liquide. Donc, c'est ça que nous relèvons aux ressources minières, qui, de manière brute, ce sont des ressources qui sont dans le sous-sol. Maintenant, quelle est la provenance de ces roches? Ce sont des roches qui contiennent des éléments chimiques. Eh bien, pour nous répondre à la question, ça, on est obligé de garder structure la Terre. La Terre, il y a plusieurs couches. Il y a plusieurs couches. Les premières couches, là, il y a la croûte terrestre. Bon, la croûte terrestre, elle est solide. Si vous regardez là, vous regardez la mer, et puis croûte terrestre là. Donc, ni dans la mer, ni dans la croûte terrestre là, on a une série de roches, ce sont des matériaux solides. Et ce sont ces roches-là qui vont devenir des ressources minières. Et le roche, ça a une série d'éléments chimiques là-dedans. Éléments chimiques, ça a existé dans l'écorce terrestre depuis que la planète a fait il y a 4,6 milliards d'années. C'est ce qu'on appelle la nucléosynthèse. Donc, nuages viennent solidifier, ou conseil d'éléments chimiques qui viennent incorporer l'écorce terrestre là. Et quelqu'un, un chimiste, a eu l'idée de dresser un tableau que nous avons étudié en chimie, qui était le tableau périodique des éléments chimiques, ou bien encore le tableau de Mendeleïev. Je suis amusé, il mettait tout élément chimique ça dans le tableau. Actuellement, ils joignent 116 éléments chimiques. Et c'est chaque jour qu'il a découvert l'autre élément encore, je pensais qu'il y a plus. Mais pour le moment, il y a 116 éléments. Et là, regardez un tableau ça, chaque bombe masse atomique, si nous choisissons par exemple quelques éléments chimiques, il y a le fer, le cobalt, le nickel, le cuivre, le zinc, l'argent, l'or, tous ce sont des éléments chimiques. Regardez les lanthanides. Les lanthanides sont termes qui sont utilisés pour représenter les terres rares. Il y a 17 éléments chimiques qui sont des terres rares, donc regroupés sous le terme lanthanide. Donc, tout élément ça, retrouvé dans le tableau de Mendeleïev, et tout élément ça, combiné avec des réactions chimiques qui vont former des roches et des minerais dans l'écorce terrestre. Donc, ces minerais ça, que vous pouvez relayer aux ressources minières. Mais pour retourner aux ressources minières, il y a des conditions pour ça. Quelles sont ces conditions? Conditions pour qu'une roche, un élément chimique, soit considérée comme une ressource minière. Parce qu'il y a une industrie qui est à la base de ressources minières. Alors, pour qu'une roche soit considérée comme une ressource minière, il y a trois conditions. Première condition, il faut que la roche ait une valeur économique. C'est-à-dire qu'il y a un marché, il y a offre et demande, mais il faut que roche ça, il y ait un prix sur le marché, il y a une demande pour l'industrie qui utilise matières premières, il y a besoin, donc il y a un prix, donc il y a une valeur économique. Ça, c'est le premier critère. Deuxième critère là, il faut que roche soit disponible en qualité et en quantité. En qualité, il faut qu'elle réponde à un série de caractéristiques physiques, chimiques, mécaniques, etc. Et en quantité, il faut qu'elle ait des réserves importantes. Et ce n'est pas n'importe quelle réserve, parce que lorsqu'on parle de réserve en ressources minières, il y a des réserves prouvées
C'est-à-dire que nous sommes certains qu'il y a 90% de ressources dans le sol. Là. Il y a aussi les réserves probables. Bon, il est là peut-être à 50%, étudier pour suffisamment aller loin pour transformer en réserve prouvée. Il y a aussi des réserves possibles. Donc, il faut que on soit disponible en qualité et en quantité. Et le troisième critère, il faut que cette roche soit économiquement exploitable. Parce qu'en dehors de l'aspect technique ressources minières, il y a un gros aspect économique. Surtout l'aspect économique. Une fois qu'on prouve que l'aspect technique est là, mais c'est surtout l'aspect économique parce que ce sont les investisseurs, c'est comme qu'on peut le mettre pour exploiter, pour aborder un marché, pour vendre produits. Et compagnie là pour faire comme. Donc voilà les trois critères qui permettent de considérer une roche ou bien un minerai comme une ressource minière. Qu'est-ce que cela représente pour un pays? Est-ce que c'est important pour un pays qui a une ressource minière? Oui, c'est important. Parce que les ressources minières constituent l'un des piliers du secteur primaire. Pour le monde qui fait économie, le regard des triangles, ça, lorsqu'on parle de secteur économique, il y a un secteur primaire qui est à la base. Ensuite, vous avez le secteur secondaire et enfin le secteur tertiaire. Eh bien, nous parlons de un des piliers, les deux piliers du secteur primaire. Le premier pilier, c'est l'agriculture. Et le second pilier, ce sont les mines et l'énergie. Le secteur primaire, c'est l'ensemble des activités de production et d'exploitation des ressources naturelles. Il comprend la pêche, la chasse, l'agriculture, l'exploitation forestière, c'est ce qu'on appelle les ressources halieutiques, les ressources minières et énergétiques. Si vous regardez bien, le secteur primaire là, fournit les matières premières et les sources d'énergie pour le secteur secondaire, industriel, mais également rend possible certaines activités tertiaires comme les transports, la construction et le commerce. Donc, on peut dire que le secteur primaire est la base de l'économie. Et le secteur primaire là, chita sur les ressources naturelles. L'un de contacté, M. Maxime Fils, t'es contacté moi pour le sujet, il était formulé le sujet. Ainsi, Haïti regorge de ressources naturelles dit un petit correction, non pas dire ressources naturelles parce qu'il est trop vaste. On dit ressources primaires. Parce que l'on dit ressources naturelles, il y a deux catégories de ressources naturelles. Il y a les ressources naturelles renouvelables qui sont gérées par l'agriculture, la pêche, toutes les agricoles, etc. Et les ressources non renouvelables sont gérées par les mines et l'énergie. Donc, tout ça, ce sont les ressources naturelles. Donc, aujourd'hui, je vais surtout vous parler des ressources naturelles non renouvelables qu'on appelle encore les ressources minières. Donc, c'est un secteur qui est extrêmement important pour le pays. Donc, au monde qui a pensé développement au pays, au paquet de grands pays qui viennent ça aujourd'hui là, c'est parce que ça fait depuis longtemps, eh bien, l'économie est chita sous le secteur primaire là, sur les ressources naturelles. Quelles sont les phases de mise en valeur d'une ressource minière? Ce n'est pas un bagage qu'on est capable de prendre ou fouiller terre pour prendre. Non. Ce bagage, c'est un processus qui est très long. Il y a des phases de mise en valeur. Premier élément dans la ressource minière, c'est la recherche. Pour dire qu'on a une ressource minière, il faut aller rechercher. Pas aucun baguette magique qui va frapper sous terre et puis ressources minières remonter. Les ressources minières sont basées sur la recherche. Et l'on dit recherche, nous avons l'université, nous avons des laboratoires, nous avons des compétences, nous avons un effort pour qu'il fait pour aller chercher les ressources minières là, parce que c'est dans le sol là que c'est dans le sous-sol là, c'est dans la mer. Or, qui dit recherche, dit compétences géologiques, ingénieur minier, chimiste, informaticien, toute qualité de monde réunie pour faire recherche. Voilà, nous avons forage qu'a fait, nous avons laboratoire, et recherche qui passe à la deuxième phase, à la fin de la recherche, là, on produit un rapport technico-économique. Ça veut dire que l'aspect technique, c'est l'aspect technique des ressources minières, mais aussi l'aspect économique, parce que c'est une question de rentabilité. Donc, ce rapport fait l'objet d'une étude de faisabilité. C'est avec étude ça, sous besoin de COB, pour aller à la banque pour montrer que au bagage qu'il a, c'est garanti. Donc, pour aller chercher COB, il faut une étude de faisabilité. Maintenant, si les résultats sont positifs, nous passons dans la troisième étape là, c'est la décision. Et la décision sera prise pour les compagnies minières. Parce que les compagnies sont là justement pour investir et pour exploiter. Ce n'est pas un monde qui va exploiter les ressources, ce sont des compagnies. Et la décision, une fois prise par le conseil d'administration de la société, eh bien, on passe à l'exploitation. Donc voilà les différentes phases de mise en valeur d'une ressource minière. Il faut tout d'abord rechercher ces ressources dans le sol, produire une étude de faisabilité qui prend plus le temps, on va montrer nous combien de temps ça prend pour arriver à une étude de faisabilité. Ensuite, si les résultats sont concluants, sont positifs et que les ressources sont économiquement rentables, économiquement exploitables, eh bien, les investisseurs
les compagnies minières prennent la décision de passer à la phase d'exploitation. Mais au graphe qui montre nous, qui rapport qui gagne entre exploration et coût. Exploration veut dire prospection, veut dire recherche. Ça prend plus de temps. Et d'après le graphe ça, en abscisse, nous voyons que une campagne de recherche minière est capable de varier entre 3 et 15 ans. Ça dépend de substances qu'on va chercher. Vous êtes capable de passer 10 à 15 ans pour faire recherche aux ressources avant qu'on dise que est économiquement exploitable. Et pendant tout ça, c'est quoi qu'on va dépenser. Et pendant entre 3 et 15 ans, on va dépenser entre 50 et 100 millions d'euros ou bien encore de dollars. Toutes ces corbes que vous avez dépensées pour qu'on capable d'entrer, parce que c'est l'exploration qu'il y a ou pour qu'on l'exploitation. Il ne faut pas confondre exploration, qui veut dire recherche, et exploitation, qui est transformation des ressources minières en richesse réelle. Donc, une phase d'exploration qui passe par la prospection, tout ce qui est géologique, tout ingénieur, tout géologue qui savent les prospections, on peut découvrir des indices. Les indices sont transformés en gisements, ou ont des études de préfaisabilité, ensuite on a une étude de faisabilité, et à la fin, une décision pour qui prend. Maintenant, on peut passer à l'exploitation. À ce moment-là, cela commence avec l'exploitation. Et lorsqu'on commence l'exploitation, tout par une phase qui est encore très longue. La première phase, c'est l'extraction. Lundi, exploitation, ça veut dire qu'on fouille ou fouiller et mon et pour jouer une ressource là, on prend mettre l'embourrette, le conteneur, voilà avec lui. Non, c'est tout un processus, c'est toute une phase. Et la première phase, c'est l'extraction. Ou retirer minerai, le monde, ou bien en matière. Ou besoin de gros matériel. Ou pas capable d'exploiter une mine en catimini, en cachette. Nous entendons mon a dit que il y a peu de ressources. Le soir, mon vient, il y a peu de ressources. C'est impossible. Parce que regardez une image. Pour nous, qui matériel qu'on va utiliser pour prendre roche là. Je parle du minerai, c'est roche là. Ce n'est pas des métaux natifs. C'est de gros camions, de gros tonnage, souvent qui travaillent pendant 24 heures sur 24. Donc, la fait bruit, tout le monde well. Donc, ils extrait roche là, ils mettent dans le camion. Et à la fin exploitation, bien pendant l'exploitation, mais qui gens que carrière, mais qui gens que mine pour aller. En gradin sur exploiter de manière rationnelle. Maintenant, qui côté que le camion ça va parler? Eh bien, roche brute là, ou pas capable d'utiliser comme ça. Il faut traiter. Il faut une usine de traitement qui coûte un pile corde. Et c'est deuxième phase là, ou sur l'extraction ou le traitement. Pendant l'usine de traitement, une troisième phase qui est raffinage. Parce qu'il faut retirer le métal là, dans la roche là. Une fois qu'on retire le métal là de manière brute, il faut raffiner. Et c'est raffinage là qui parle des produits finis. Par exemple, nous qui parcourt ou gagnent pour gagner aux anneaux, nous monte en or. Il commence par l'extraction, par la recherche d'abord, une recherche qui est très coûteuse, qui prend pile de temps, qui met dans pile connaissance, ou prend roche là, la mine là, ou traiter avec des méthodes métallurgiques qui sont très sophistiquées, ou bien on produit semi-brut, ou bien brut, qu'on va le raffiner, et ces produits finis ça, que l'or, que le cuivre, quelle que soit la ressource minière là, il faut que le subisse un traitement qui peut l'utiliser maintenant dans l'industrie. Donc voilà les phases d'exploitation d'une mine. Mais une réalité environnementale. Pas oublier que toute exploitation de ressources minières, c'est extraction. C'est le monde qu'on va bouleverser. On va prendre ressources dans le monde. Donc, il y a une composante environnementale qui est extrêmement importante. Parce que l'or extrait roche là, dans le sol là, si me dit par exemple son gisement d'or, le plus souvent, je caractérise les gisements ça par teneur, concentration, métal là dans roche là. À titre d'exemple, vous avez capable un gisement de 50 millions de tonnes de minerais, de roche. Mais chaque tonne peut être de 3 grammes d'or. Ça donne. Donc, vous imaginez ce que ça veut dire. Chaque tonne de roche va 23 grammes d'or. Donc, il faut un traitement qui fait, ou procédé métallurgique, pour retirer gang stérile pour capable prendre l'or à la donne. Mais chaque tonne va bien 3 grammes d'or. Donc, concentration très faible dans le sol. Donc, l'or fin traité qu'on y a là, mon exemple, où est grosseur gisement ça, mais métal qui récupéré en un gros gisement ça. Soit il a tout petit que lui. Et c'est ça qu'on parle vendre. Maintenant, c'est après traitement des minerais, récupération, donc, ou bien métal là, ou récupérer. Maintenant, lorsqu'il récupère, toute roche ça qu'on pas besoin, c'est métal là qu'on a besoin. C'est ça, des déchets miniers. Parce que le plus souvent, ce sont des produits chimiques qui sont toxiques qu'on va utiliser pour détacher roche là, Oui. minerai de métal. Donc, ce sont des produits chimiques qui sont utilisés. Ça veut dire qu'ils peuvent perturber l'environnement. Donc, roche là, stérile, les déchets miniers, il faut le stocker quelque part. Et voilà un exemple de stérile.
de wash pour retirer minerai là-dedans, mais il faut qu'on côté pour entreprendre. Et ensuite, pas oublier que stérile ça, c'est avec des produits chimiques côté traité. Il y a des résidus de produits. Excusez-moi, ingénieur Prepti, et m'a demandé mettre Jean ou ben Maxi pour ta faire mes micros pour nous. Mettez sous mute parce que là, bas non feedback. Ok, merci. D'accord. Maintenant, l'offre est traité minerai, ou prend métal là, ou récupérer, maintenant stérile là, ou à le déposer. Mais stérile là, toujours, un résidu de produits chimiques là-dedans. Parce qu'on n'est pas jamais capable de retirer le net. Et là, on va le stocker dans une zone agricole. Donc, il parle bien des pollutions atmosphériques, il parle bien des pollutions d'eau. De là, plus tomber de l'eau entre là-dedans. Il drainer de l'eau qui vient des produits chimiques là-dedans. Il est capable de néfaste pour l'environnement. Donc, ce qui fait que une exploitation minière capable d'engendrer des problèmes d'environnement et des problèmes de pollution. C'est ça qui fait que, je dis, l'homme a étudié les ressources minières, dont composante environnementale qui est extrêmement important à la donne, qui fait partie de recherche là-tout. Donc, l'homme fait étude de faisabilité, bien, ou tout fait une étude d'impact environnemental et social, qui permet tout, ouais, qui gens que exploitation pour impacter l'environnement, avec image ça, ou que ou activité minière qu'a fait, eh bien, il y a des déchets toxiques qui sont neutralisés. De la pluie tombée, de l'eau a tombé là-dedans. Il peut polluer de l'eau, des cours d'eau, pollution atmosphérique, pollution de cours d'eau, monde qui a respiré, donc ils vont composer environnemental. C'est pourquoi, à la fin de l'exploitation des carrières, eh bien, il faut que nous pensions à réhabiliter l'environnement pour que nous neutralisions tous les déchets toxiques, pour que nous réinsérer et ressources à l'environnement naturel. Donc, voilà la phase d'exploitation d'une ressource minière. Donc, c'est ça que je envie de montrer nous, qui réalité environnement, on a parlé de ressources minières, c'est pas une question de fouiller terre, nous prendre, nous voler avec lui. C'est quelque chose de très complexe et de très compliqué qui demande des réflexions profondes et des compétences sérieuses. Donc, on passe maintenant dans la deuxième partie. Est-ce que c'est vrai en Haïti? Tout ça me dit là. Est-ce que nous suivons toute face à Est-ce que nous avons des ressources minières dans le pays? C'est une fiction ou bien une réalité? Donc, on a essayé de développer ça. Autrement dit, est-ce que le sous-sol haïtien regorge de ressources minières? Si oui, qui les exploite? Alors, terme, ça ne m'a pas changé de terme, c'est M. Maxime Fils qui proposait. Moi, il dit regorge. Regorge, ça veut dire que nous chargeons. Donc, tout ça me saute parler là, ressources minières, nous chargeons en Haïti. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Donc, c'est ça que je vais répondre. Donc, parler maintenant des ressources minières, ça veut dire que toute phase, comme je parlais avant ça, nous suivions. Parce que pour dire oui ou non, nous avons des ressources minières, il faut commencer par la recherche. Est-ce qu'il y a eu des recherches en Haïti? Eh bien, du point de vue historique, depuis que les Américains ont débarqué en Haïti en 1914, ils ont fait une étude sur le sous-sol haïtien pour te, ouais, pour te répondre à la question, est-ce que nous avons des ressources minières dans ce sol? Il fait 6 mois à faire des prospections, des recherches. Il sorti un rapport en 1924, un rapport de près de 400 pages, qui fait le point sur la question ça. Et la conclusion de ce rapport, elle dit que, effectivement, dans mon territoire, 27 750 km², nous découvrons un pile de ressources là-dedans, mais ressources, ça, il n'est pas capable de dire qui est importance, parce que pour que l'on ait importance, il faut que vous évaluez. Il faut avoir prix sur le marché international, il faut avoir qualité, quantité, est-ce que c'est exploitable? Ou le monde dit que là, ça ne suffit pas, il faut maintenant passer à une phase d'évaluation. Donc, les conseillers que, bon, Américains ou bien encore gouvernement haïtien, passent en phase d'évaluation. Nous ne pouvons pas faire rien avec eux. L'OEA fait exactement le même bagaille là, en 1972. Il est arrivé à la même conclusion. Il dit que, bon, moi, on voit que nous avons pile de ressources là. Même pas qu'à dire rien de eux-mêmes, il faut que nous évaluions. Nous disons ça vaut. Qui ça représente comme potentiel? Est-ce qu'il y a un potentiel économique? Est-ce que nous avons un investisseur qui vient investir là-dedans? Donc, il faut passer à la phase de recherche, d'évaluation. Et l'État haïtien est étendu. Voilà pourquoi il fait appel à l'ONU, au PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui est un programme justement de recherche minière en Afrique et partout à travers le monde. Et ils ont sollicité collaboration ça. Ce qui veut dire qu'entre 1973 et 1993, pendant 20 ans, le PNUD, ainsi que de l'ONUDI, qui est l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, avec les agences bilatérales, en collaboration avec l'État haïtien, qui était des structures qui passaient de INAREM, Ministère des Mines et Bureau des Mines actuellement, bien une phase, une campagne de ressources minières qui fait en Haïti. Et si vous regardez les codes qui est à côté,
Monsieur fait recherche là, à travers tout le territoire et finalement, recherche dit que bon, et métaux qui est plus important aussi, l'or, c'est cuivre, il est plus concentré dans le nord. Donc, il est concentré dans le nord et il fait des évaluations de ressources minières et il me dit qui résultat recherche ça. Une fois que la recherche a fini faite, après 20 ans, l'État ici n'est pas contenté de ça seulement. Avec au financement de BID de près de 1 million de dollars, demandé de faire un audit du potentiel minier énergétique. Il y a un appel d'offres qui était lancé. Il y a un bureau français qui est le bureau de recherche géologie et minière, qui est associé avec un autre bureau qui est le bureau d'études industrielles et de coopération de l'Institut français du pétrole. C'est le consortium ça, qui était un appel d'offres là, qui pourra auditer tout ça que les Nations Unies ont fait pendant 20 ans. Tout ça que Américains, les OEA, tout le monde qui fait recherche en Haïti, qu'est-ce que nous avons en Haïti comme potentiel? Sur synthèse, pour dire, est-ce que c'est vrai, tout rapport ça, toute étude ça, il y a une réalité là-dedans. Donc voilà, une phase de recherche très sophistiquée, très expertisée, une phase d'audit qui dit effectivement, il affirmé, il confirmé que il y a des ressources et actuellement, dans les archives du Bureau des mines, nous avons la synthèse géologique en 5 volumes. Au volume 1 qui parlait de la géologie d'Haïti, parce qu'on ne peut pas parler de ressources minières sans aller à la base, qui est la géologie d'Haïti. C'est à partir de géologie qu'on parle de qui ressources pour gain. Deuxième volume, ce sont les substances métalliques. Troisième volume, ce sont les substances non métalliques. Quatrième, ce sont les substances énergétiques, avec un volume qui est consacré à la bibliographie, qui fait état de tout rapport qui fait depuis 1914, et même bien avant, jusqu'à aujourd'hui. Donc, les archives sont là. Les archives sont consultables. N'importe qui peut venir au bureau des mines, n'importe compagnie qui vient, ou consulter l'archive, ou exactement qui s'est fait de la transparence. Donc, les données sont là. On va inventer rien. Maintenant, quelles ont été les conclusions de ces recherches et de cet audit? Les résultats, c'est que pendant ces 20 ans et cet audit, on a pu mettre en évidence un potentiel minier et énergétique sous forme d'indices et de gisements. Que veut dire? Quelle différence peut-on faire entre indice et gisement? Un indice, c'est une masse minérale pour laquelle des anomalies ont été observées et qui n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation technico-économique. Ça veut dire que on marcher dans le monde là où il y a l'or, où il y a cuivre, il y a calcaire, on dit, oh, à part mon les minéralisé. Même pas qu'on valeur, pas dire au monde vient exploiter. Ce sont des indices. Ou capable de prendre un indice qu'on a là où on faire une étude beaucoup plus sérieuse pour faire une évaluation technico-économique. Et l'on fait évaluation ça en 3 dimensions, longueur, largeur, épaisseur, ou prend échantillon en laboratoire, ou font un rapport technico-économique, ou étude de faisabilité, vous avez maintenant un gisement. Donc, le même dit gisement, ça veut dire que c'est une masse minérale qui est évaluée dans ces 3 dimensions et qui est susceptible d'être exploitée dans la mesure où le prix est vraiment abordable. Parce qu'on doit aller dans son gisement, mais quoi? Prix est tellement faible, on mettait dans le portefeuille, on n'est pas capable d'exploiter le cognac. Maintenant, si les coûts sont abordables, s'il est économiquement exploitable, s'il est rentable, maintenant, on peut passer à l'exploitation. Donc, j'aurais à parler d'indices. Ça veut dire que ce sont des substances qui n'ont pas encore été évaluées. Et j'aurais à parler de gisements qui sont disponibles actuellement pour lesquels on peut commencer avec une exploitation. Et voilà, qu'est-ce qu'on avait fait avec ces résultats? Depuis 1990, dans un souci de transparence, il y a des documents de vulgarisation qui sont sortis pour tout département géographique. Et le dernier document en date là, daté de 2018. C'est un document qui est disponible au Bureau des mines et de l'énergie, en dur, mais aussi en version numérique. Tout le monde qui a besoin, capable de gagner. Soit que vous passez dans le bureau des mines, ou bien un exemplaire, ou bien encore, vous contactez moi par email, m'a envoyé pour version numérique. Il est disponible. Pas de cap caché pour dire que nous avons serré les ressources pays. Nos ressources pays, c'est pour Haïtiens que l'est. C'est pour nous tous que l'est. Les ressources se trouvent dans le sous-sol. Le sous-sol appartient à l'État. Les ressources ne pas appartenir à personne, mais à l'État, à nous toutes. Donc, il faut connaître ce que nous avons dans le sous-sol. Donc, en mars 2018, un document est sorti, on carte, côté que nous prenons tout document technique, nous synthétiser et nous rendre abordable à grand public. Là. Sous carte ça, ou après, il y a 3 catégories de ressources. Les ressources métalliques, telles que l'aluminium, l'argent, le cuivre, le nickel. Les ressources non métalliques, ce sont les matériaux de carrière, qui sont beaucoup plus vastes que les ressources métalliques. Les ressources énergétiques, ce sont les combustibles fossiles, tels que le charbon, le pétrole, etc. Et les sources thermales. Donc, tout a été pointé sur une carte que on est capable de gagner. Ensuite, on notice
qui accompagnait Corta, qui expliquait exactement, qui a une fiche technique pour chaque bail. Donc, si vous cherchez un investisseur, si vous avez une ambassade dans un pays étranger, vous cherchez un monde pour qui investit dans le domaine, vous êtes capable de présenter ça. Vous dites qu'en Haïti, il faut que nous vendions aux sociaux. Parce que nous-mêmes, pour Côte nous ne sommes pas capables d'exploiter. Et je vais montrer pour qui ça. Maintenant, ces ressources doivent être exploitées, il faut chercher des investisseurs pour vendre produits. Et ce n'est pas mine seulement. Nous avons des plages, nous avons toute qualité de ressources dans le pays. Il faut qu'on vende, il faut avoir des investisseurs, mais vendre dans quelles conditions? Et c'est de ça encore que je vais parler. Donc, en termes de publication, les résultats sont là, dans un souci de transparence, et ces données sont encore disponibles au bureau des mines. Donc, nous allons détailler un petit peu qu'on y a là, ces différents potentiels. D'abord, les ressources métalliques, ensuite les ressources non métalliques, les ressources énergétiques, et même les ressources thermales, pour nous dire, est-ce que vraiment, potentiel ça représente? Est-ce qu'en Haïti, nous regorgeons de ce potentiel? Est-ce que nous chargeons avec le social? On aborde d'abord les ressources métalliques. On dit que la recherche des ressources métalliques, des ressources en général, des ressources minières, la recherche est basée sur la géologie. Ça, c'est un code géologique qui montre les différentes formations géologiques. Donc, ressources minières, ça, parle en formation géologique. Et ce type de formation géologique-là qui parle indiquer quel type de ressources qu'on va joindre. Par exemple, si vous regardez le nord, une couleur rouge là, qui traverse tout le nord-là, en République dominicaine, ce sont des formations géologiques dans lesquelles on peut trouver des ressources métalliques. Soit chercher l'or, cuivre et l'autre bagage métallique. En Haïti, c'est dans le nord qu'il faut aller les chercher. Ou pas venir ni dans le sud, ni l'autre côté. Parce que c'est soit le côté que nous gagnons massif du nord là, qui continue en République dominicaine, côté que soit faire recherche cuivre, recherche et l'or, c'est là pour aller chercher. Donc, Nations Unies est concentré là pour te faire recherche l'or et cuivre. Maintenant, les résultats. Si vous regardez bien, comme ça, qui montrait qu'un verre, c'est aluminium, qu'on gagne surtout dans le sud, c'est pas pour rien que c'est dans le sud. L'or en jaune, le cuivre en rouge. Ça nous remarque. Nous voyons que l'or avec cuivre là, nous concentré dans le Grand Nord, Nord-Ouest, Nord et Nord-Est. Et ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas que nous pas faire recherche de l'autre côté de pays, hein, parce que ce sont des formations géologiques, et c'est une des formations ça que au plus il y a chance de joindre l'or avec cuivre. Donc c'est un massif minéralisé, et c'est Géologia qui est vraiment guidé recherche là. Donc voilà en termes de ressources métalliques ce que nous avons comme ressources en Haïti. Maintenant, quels sont les résultats? On a divisé en indices. Est-ce que nous avons un indice d'or et de cuivre dans tous les départements? Département du Nord-Ouest, au côté que les Jean Rabel, vert de gris. En Safoleur, au côté que les Lamines, ce n'est pas pour rien que les Lamines. Colombo, Rivière des Bas. Département du Nord-Est, Terrier Rouge, Grand Bassin, Dorada, Mont-Organisé, au côté que les Manuel, Bois de Laurence, Grande Savane. Département de l'Ortibonite, Treuil, Terre-Neuve, Fouchard, Brésilac, Bouc-en-Grandeur, le département du Centre, la Miel. Tout ça, ce sont des indices. Des indices qui méritent d'être étudiés en détail pour nous connaître est-ce que l'indice ça, nous sommes capables de transformer en gisement économiquement exploitable. Donc, nous ne allons pas les aujourd'hui de l'indice en nous focaliser sur les gisements. Quels sont les gisements qui ont été découverts? Il y a 7 gisements. Dans le département du Nord, Limbé, on côté que les Grands Bois, Milo, on moins que les Monboussa, je viens de l'or. Dans le département du Nord-Est, en zone Terrier Rouge, on côté que la Faïbé, on vient de l'or. Terrier Rouge, au côté que les Douvray, Blondin, c'est plus cuivre. Valière, c'est cuivre. Et dans le département de l'Artibonite, Mémé, Gonaïve, qui était fait l'objet d'une ancienne exploitation de cuivre par la Cédrine. Au total, 7 gisements. Il y a 4 gisements d'or et 3 gisements de cuivre qui mettaient en évidence par les recherches qui faites pendant plus que 20 ans en Haïti. Ça, c'est de l'acquis. Je ne vais pas parler ni de fiction, ni de réalité, c'est un acquis. 2 et 2 fait 4. Rapport dit, mais ça que nous gagnons dans ce sol. Je ne suis pas là pour me dire que, pour me vendre illusion. Nous sommes scientifiques, nous pratiquons la vérité scientifique. Voilà ce que nous avons. Voilà ce que les études ont révélé. Dans le département du Nord, voilà les gisements qui ont été étudiés, qui ont été découverts. Dans le département du Nord-Est, les voici, etc. Donc, au total, 7 gisements. On va essayer de synthétiser. Ce code, ça, nous voyons que le couloir de minéralisation, qui correspond justement à la formation géologique côté qu'on est capable de joindre cuivre et l'or. Donc, nous avons un couloir de minéralisation qui fait à peu près 500 km de long et 200 km de large, qui traverse le nord d'Haïti et qui est allé dans la République dominicaine. Donc, toutes ressources métalliques que nous joignons, toutes sont identifiées à l'intérieur de ce couloir de minéralisation. Et du côté haïtien et du côté dominicain.
du côté haïtien, qu'est-ce qui a été découvert? Tout d'abord, un gisement, voilà, la zone de Grand Bois, la zone Limbé. Bon, ma baille réserve là, son gisement qui gagne 12,5 tonnes d'or. Notez bien, ce sont les réserves prouvées. À Grand Bois, il y a 12,5 tonnes d'or qui noient long roche. En principe, il y a presque 4 millions de tonnes de minerais. C'est seulement 12,5 tonnes d'or qu'on est capable de retirer là-dedans. Voilà Grand Bois qui est situé dans ce couloir de minéralisation. Ensuite, vous avez un second gisement à Monmoussa, qui est dans zone quartier Morin, qui est dans zone Milo, qui gagne 5,6 tonnes d'or, donc le plus petit. Et ensuite, à Mémé, qui est l'ancienne mine de Cédrène, qui gagne 3,9 tonnes d'or, à Faye, qui gagne 8,4 tonnes d'or, etc. Ce qui fait au total, si on fait somme 4 gisements, ça va au total de 1 million d'onces d'or. Si on a converti en tonnes, ça fait à peu près 31 tonnes d'or. Dans ce même couloir, du côté dominicain, on a pu découvrir un gisement d'or dans la zone de Pueblo Viejo. Tenez-vous bien, les réserves ont été estimées à 558 tonnes d'or, soit 25,3 millions d'onces d'or. Alors, essayez de comparer un gisement d'or qui est actuellement en exploitation en République dominicaine, qui gagne 558 tonnes d'or la donne, avec les gisements qui ont été découverts en Haïti. Puis gros gisement, c'est 12,5 tonnes d'or. 5,6, etc. Ça fait un total de 31 tonnes d'or. Ce qui veut dire que c'est vrai, nous avons de l'or en Haïti, mais ce sont des gisements de petite taille et les experts sont d'accord que si en République dominicaine, on peut trouver un méga gisement de 558 tonnes d'or exploité jusqu'à présent, dans ce couloir de minéralisation, on ne fait pas les recherches suffisantes parce que je suis certain qu'on est capable de joindre un méga gisement de ce genre du côté haïtien. Mais il faut faire recherche. Il ne va pas être tout contre lui. Il faut travailler pour cela. Donc, si vous voulez comparer maintenant ce que nous avons en Haïti et ce qui existe en République dominicaine, c'est le même terrain, c'est même terre, c'est même géologie. Hein. Mais on peut dire que du côté dominicain, on regorge d'or, alors que du côté haïtien, oui, nous avons un potentiel, mais ce n'est pas extra. Parce que, qu'est-ce que ça signifie? Un gisement de classe internationale. Les compagnies minières sont intéressées à de gros gisements. Pour le venir au pays, parce que pas faire gros investissement, il faut rester plusieurs années. Il faut gagner un sous-sol au moins 3 millions d'onces d'or, 90 tonnes d'or. Je ne peux pas dire que vini, ok, vini exploiter la caméra. Nous avons un gisement là qui a 90 tonnes d'or pour Bibiti. Là, là, pas intéressé. Mais sur elle, nous dit que nous avons un gisement qui a 12,5 tonnes d'or. La gratte tête, on va vendre des compagnies seniors ou bien juniors qui ont venu, qui ont fait commencer, qui ont venu faire. Nous pas dit que le pas rentable, non, il est rentable, mais quantité est vraiment petit, comparativement à ce qui se passe en République dominicaine. Et à titre d'exemple, les grandes compagnies qui qualité gisement qui est intéressé. En 2011, il y a une étude qui est sortie, ce sont les 10 plus grandes compagnies minières d'or au monde. Le top de ces compagnies, eh bien, c'était à Grasberg, en Indonésie. Imaginez qu'en 2011, au cours d'une année, ils ont exploité 43 tonnes d'or. En grande année, ils prennent 43 tonnes d'or. Donc, ce sont de grosses compagnies qui et ils sont là pour des dizaines d'années. Ça veut dire qu'ils ont des réserves extraordinaires, ou une stabilité. Là, il y a fait cob. Le pays a fait cob, tout le monde a fait business, et bien, il a marché. Donc, longue année, compagnie prend 43 tonnes d'or. Or, imaginez qu'on après des compagnies qu'on est là, on dit que, mais il y a 31 tonnes d'or, mais qui répartit entre 4 gisements de côtés différents. Puis, le gisement, c'est 12,5 tonnes d'or, il y a beaucoup de gisements. Faites recherche toujours. Et en 10e position, vous avez la mine de Boddington en Australie, qui a exploité 23 tonnes d'or en 2011. Donc, Pigua prend 43 tonnes en 2011, puis Pitia prend 23 tonnes d'or. Ensuite, vous avez toute une kyrielle de compagnies qui a fait Tech Boron, qui a exploité. Donc, nous-mêmes, nous gagnons tout, nous sommes capables de dire, nous venir, mais ça que nous gagnons. Maintenant, en termes de cuivre, voilà les réserves qui ont été mises en évidence. À Douvray, vous avez 200 millions de tonnes de minerais à 0,6% de cuivre. Et à Blondin et à Vallière, qu'est-ce que ça veut dire? 200 millions de tonnes de minerais, ce sont des roches minéralisées, on va 0,6% de cuivre. Si vous avez une quantité de cuivre qui la donne, on va multiplier 200 millions par 0,6, qu'abord quantité de cuivre. Alors, on a dit 200 millions de tonnes, Haïti riche, mais attention, là, on prend le Chili. Le Chili, c'est le pays qui est plus riche en cuivre. Imaginez qu'il y a des réserves mondiales en 2020 qui étaient évaluées à 200 millions de tonnes métriques de cuivre. Pas 200 millions de tonnes de minerais, non? 200 millions de tonnes de cuivre. Et voilà les autres pays. Pérou, Australie, etc. Donc, nous avons 200 millions de tonnes de roches à 0,6% de cuivre. Ce bagage qui est très minime. Et
Pas penser que, tout le monde que Haïti, c'est le pays le plus riche au monde. Nous avons toute qualité de bagaille. Haïti sont une merveille. Mais attention, regardez cette carte. Vous avez le bassin caribéen, qui est l'Amérique du Sud et les Antilles. En jaune, ce sont les gisements d'or découverts dans le bassin caribéen. En bleu, c'est le cuivre. Voilà les gisements et les indices de cuivre qui ont été découverts dans le bassin caribéen. Si vous regardez bien, ils suivent en direction au arc. Et là, ils en Haïti, ils suivent exactement le couloir de minéralisation. Et nous voyons qu'il y a plus de gisements qui découvrent en République dominicaine. En Amérique du Sud, ils chargent avec lui. Ce qui veut dire que ces gisements se retrouvent partout. Nous, là, en zone, c'est la compétitivité. Chaque pays a une ressource par eux. Tout a attiré des investisseurs, il a essayé de rendre compétitif. Il y a des lois fiscales, des lois légales, etc. Il y a une stabilité. Créer des conditions pour que les compagnies viennent exploiter la caillou, pour créer richesse. Donc, il faut attirer des investisseurs. Son produit qu'il a, il n'est pas capable d'exploiter pour contre lui. Nous avons demandé l'État d'exploiter ou bien n'importe qui par exemple, ou carrière sable à l'exploiter. Ce n'est pas possible. Cela demande des millions et des millions de dollars d'investissement. Et son investissement qui est élevé et risqué. Parce que le prix est capable de descendre rapidement sur le marché international et puis on perd du tout d'investissement. Donc, il faut être prêt à risquer l'investissement, il faut être prêt à mettre un pile cob là-dedans. Donc, voilà un petit peu la situation au niveau régional. Nous pas de monopole là. En pile pays gagne, tout le monde a fait effort pour exploiter par eux. Et nous-mêmes, il faut faire effort, il faut faire recherche pour nous présenter des bagages vraiment qui économiquement exploitables. En termes de coûts, nous dit que nous avons près de 31 tonnes d'or. Qu'est-ce que ça représente? Actuellement, puisque je me dis qu'il y a un critère d'exploitation, c'est le prix. Actuellement, l'once d'or coûte 3 000 dollars américains. Étude ça, l'MT fait, c'était en 2000, mais l'once d'or coûtait à peu près 1 200 dollars. Donc, on a le plus cher. Donc, si nous avons 31 tonnes d'or aujourd'hui, donc l'LT 1 800 dollars, 31 tonnes à vaut à peu près 1,3 milliard de dollars. Actuellement, à 3 000 dollars, ça fait à peu près 3 milliards de dollars. Donc, voilà ce que représente les gisements d'or que nous avons en Haïti, 3 milliards. Et nous comptons des gens sur les réseaux sociaux qui disent que nous avons des gisements qui vaut 21 milliards de dollars. C'est faux. Qui gisement qui vaut 21 milliards de dollars? Soit après, c'est une allée en République dominicaine, qui vient Pueblo Viejo, qui gagne 25,3 millions d'os, qui à l'époque vaut 30 milliards, qu'on y a là avec 3 000 dollars l'os, ça coûte plus de 80 milliards de dollars. Voilà un gisement intéressant. Et sur le plan international, aux compagnies minières qui gagnent dans la figure, qui cherchent à faire, si vous avez 3 millions d'onces d'or qui vaut à peu près 9 milliards de dollars en bataille, il ne va pas venir. Dès qu'on doit arrêter en bataille à la CAO, on ne va pas faire rien avec lui parce que ce n'est pas intéressant. Il ne suffit pas de dire que nous avons un potentiel, nous riches en ceci, nous riches en cela. Ça ne veut absolument rien dire. Oui, il faut tout d'abord découvrir ce gisement. Ensuite, quelle est la rentabilité? Quel est le coût? Quels sont les efforts qu'il faut consentir maintenant pour mettre en exploitation ces ressources? Comment transformer ces richesses virtuelles en richesses réelles? Donc, il faut à peu près 9 millions de dollars le minimum comme argent en bas là pour intéresser. Nous faisons deux expériences minières, puisqu'on n'a pas parlé de ressources minières. Nous faisons expérience entre 1964 et 1971, pendant 8 ans. C'est une compagnie canadienne qui était relevée Cédrène. Elle était exploité cuivre avec l'eau dans une zone Mémé, près de Gonaïve. Elle était évalué gisement à 3,5 millions de tonnes, à 2% de cuivre, 2 grammes d'or par tonne et 10 grammes d'argent par tonne. Donc, il était une certaine valeur économique. Et pendant 8 ans, il exploité et il a quitté. Bon, Bac a dit que, bon, à l'époque, entre 1964 et 1971, nous devons plus négocier de manière politique avec eux, pas de gagner des compétences là-dedans, probablement nous étions nous. Donc, parce que nous ne sommes pas prêts vraiment pour nous exploiter. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que nous avons fait une expérience minière et il faut nous baser nous, sur l'expérience à eux pour nous tirer des leçons pour maintenant avancer. Ça, c'est la première expérience. La deuxième expérience, là, bon, depuis Christophe Colomb débarqué, la rivière nord-est et nord, il y a une série d'or natifs que rejoignent de la pluie tombée, il y a une activité d'or-paillage. Côté que les paysans ont amusé, laver sable, il y a des paillettes d'or dans la gamelle, ils pesent les vendre pour économiser. Donc, il y a une activité d'or-paillage, d'or natif dans la zone de Vallière, Mont-Organisé, Caris, Bois-de-Laurence, Grande Savane, Acryl des Pins, Grand Bassin, Capotier, etc., qui est pratiqué par les paysans des régions concernées. Et soit le coup, il y a le nord-est, en période bon, le bagage la pluie, le bagage jardin, il y a amusé l'anti-bagage. Mais ce bagage purement artisanal qui pas vraiment une
une allure industrielle. Donc, c'est paysans qui amusé là-dedans. En termes d'aluminium, qu'est-ce que nous avons comme gisement? Vous savez que le plateau de Rocheleau a été exploité également par la Reynolds entre 1957 et 1982, pendant 25 ans. Là encore, moi, je dis que leur compagnie vinyle va venir pour 3 ans. Il vient pour 25 ans, pour 30 ans. Et là, c'est là que les ressources sont finies. Et pendant tout ça, on a négocié avec l'État haïtien. Il y a un cob, il a fait cob, il faut l'État fait cob tout. Donc, il faut avoir des gisements avec des réserves importantes. Donc, pendant 25 ans, ça, ils ont exploité presque 12 millions de tonnes. Donc, ils ont versé l'argent à l'État haïtien. Ce n'est pas vrai. C'est pas que ils viennent, ils prennent, bah, là, il pour continuer. Ils ont toujours versé l'État haïtien. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait de ces ressources? Ça, c'est notre histoire. Et on va monter là-dedans. C'est que toute exploitation génère des revenus. C'est à l'État maintenant de gérer ces revenus et de savoir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces revenus. En dehors du plateau de Rocheleau, donc malgré qu'ils ont exploité bauxite dans la zone, il y a été 10 millions de tonnes comme réserve encore. À Beaumont, entre les Cayes et Jérémy, il y a 1 million. À Savane-Zombie, du côté de Thiot, il y a 8 millions. À Gonaïve, Fondambi, 1,5 million. Donc, bauxite là, sont terres rouges reliées. Il faut 4 tonnes de bauxite pour obtenir 2 tonnes d'alumine qui permettront ensuite la production d'une tonne d'aluminium. Donc, ce n'est pas fouilleté à ouvrir un aluminium là-dedans, ouvrir un bauxite là. Vous transformez en alumine, ensuite aluminium, on peut le transformer en pile énergie parce que vous n'êtes pas capable de transformer alumine en aluminium en Haïti. Vous n'avez pas d'usine pour ça, vous n'avez pas d'énergie sur ça. Donc, vous prenez un bauxite là, vous mettez sous bateau, il y a le transformer dans l'usine au Texas pour transformer bauxite là en aluminium. Donc, voilà la réalité pour la bauxite en Haïti. Voilà pour les ressources métalliques. Donc, on peut dire qu'en Haïti, lorsque nous parlons de ressources métalliques, il faut voir l'or, le cuivre. Oui, nous avons un potentiel. Mais ce potentiel vaut ce qu'il vaut. Nous regorgeons de ressources d'or, etc. Mais par rapport à quoi? Par rapport à d'autres pays, par exemple aux pays comme l'Afrique, le Mali, le Burkina Faso, l'Afrique du Sud, qui ont vraiment des ressources extraordinaires, qui ont des territoires, des millions de kilomètres carrés, eh bien, on a des ressources, le regorger de ressources. Mais en Haïti, un territoire exigu, nous avons des gisements de petite taille sur lesquels nous pouvons compter pour amorcer un développement parce qu'il faut continuer avec les recherches. Donc, on a prêté là sur ressources métalliques. Les ressources non métalliques sont beaucoup plus vastes, sont beaucoup plus intéressantes. Nous voyons que sous comme ça, il y a un petit peu couvrir tout le territoire. Et voilà les principales ressources non métalliques qui ont été trouvées en Haïti. Nous avons de l'argile, nous avons des calcaires marbriers, des calcaires à chaud, du carbonate de calcium pur, de la craie, des granodiorites, des granulats, du gypse, des matières premières pour ciment, du phosphate, la pouzzolane, du sable siliceux, du sel. C'est ça pendant 20 ans de recherche qui met en évidence, mais ça que nous gagnons comme potentiel. Et en termes de ressources non métalliques, on peut dire que ces ressources sont beaucoup plus intéressantes, moins coûteuses, plus faciles à explorer, plus faciles à mettre en exploitation que les ressources métalliques, qui mandent un paquet de bagages. Il y a moins de problèmes d'environnementaux. Donc, si on devrait commencer par exploiter nos ressources, il faudrait commencer par les ressources non métalliques. Donc, voilà une carte qui vous montre l'importance de ces ressources non métalliques. En matière de ciment, pas oublier que nous avons un ciment en Haïti qui était fonctionné entre 1952 et 1993 pendant 40 ans. Donc, il n'est pas venu pour 5 ans ni 6 ans, il fait 40 ans, la produit ciment. Et ciment ça était de très bonne qualité. Voilà une image de l'usine du ciment d'Haïti. À partir de 1993, on appelle d'offre, c'est Sina qui prend, mais Sina, au lieu que le ranger foie, il prend matière locale là, pour fabriquer ciment en Haïti, et bien, il ne pas jamais ranger foie là. C'est un sachage que le fait, il commande des ciments Colombie de l'autre côté, il met dans un sac, il y a 20 ciments. Alors que pour faire le ciment, il faut deux matières premières. Il y a tout d'abord le calcaire, qui entre à 80% dans le ciment. Vous avez ensuite les argiles à 20%, ou cuitio, l'on four, ou qu'on produit qui est le clinker. Clinker, là, on mettait 3 à 5% de gypse, ou boyel, les bords, on produit qui est le ciment, c'est le ciment ça qui a le vent pour faire béton. Donc voilà la réalité. Maintenant, est-ce que nous avons des matières premières en Haïti pour fabriquer le ciment? Oui, bien sûr. Voilà une carte qui montre les principales zones où les matières premières en ciment existent. Presque dans chaque département géographique, nous disposons de matières premières, c'est-à-dire calcaire et argile, côté que nous sommes capables de mettre une mini-cimenterie ou encore une grosse cimenterie. Dans le nord-ouest, on peut installer une mini-cimenterie dans la zone de Chansol pour approvisionner toute zone nord-là. À la Pierre, au Gonaïve, on peut installer une autre cimenterie pour servir tout le département de la Tibonite et du Centre.
Et au niveau de la phyto, dans zone Port-au-Prince, là, on est capable de mettre l'autre. Donc, au minimum, on peut installer 3 cimenteries en Haïti pour que nous ne pas dépendre du marché extérieur, côté que nous sommes capables d'approvisionner le marché local là et vendre surplus à l'extérieur, dans le CARICOM. Parce que le parle de CARICOM, Haïti, vu taille, vu quantité d'habitants que gagne, vu son gros marché que gagne, mais nous avons produits pour approvisionner l'autre côté de la région. Donc, si nous avons une industrie qui l'a, nous comptons ça fait, eh bien, nous sommes capables de gagner une part de marché. Donc, les matières premières pour ciment existent en Haïti et c'est un potentiel qui est là. Au lieu que nous importons chaque année 90 millions de dollars en ciment, c'est la contrebande notre ciment. Les ciments ne sont même pas de bonne qualité. Nous pouvons fabriquer ce ciment en Haïti. Les granulats. Lorsque nous disons granulats, il faut voir les sables, graviers, cailloux qui sont utilisés dans la construction. Or, nous connaissons le secteur BTPA, bâtiment et travaux publics, qui est important ce que gagne l'évolution au pays. Donc, à faire béton, maçonnerie, faire route, etc., pour le développement du secteur de la construction, ou besoin de granulats. Or, en Haïti, nous exploitons les granulats soit au niveau des montagnes, soit au niveau des rivières. Et regardez bien comme ça. Les triangles, ce sont des carrières de montagne dans tout pays. Et en bleu, ce sont les rivières. Donc, vous avez un potentiel en granulat sur tout le territoire, côté que non seulement on a satisfait le marché local là, mais nous sommes capables de vendre produits ça à l'extérieur. Bon, pas de petits pays dans la zone qui pas justement produit ça. Et nous avons un produit de qualité, donc on peut créer un marché pour vendre les granulats ici à l'extérieur. Des calcaires membrés. Nous avons des ressources extraordinaires du côté de l'Artibonite. Regardez, ce sont des calcaires, des roches sédimentaires. Lorsqu'on les polie, on les appelle des calcaires industriels, des calcaires marbriers qui sont différents du vrai marbre. Donc, l'industrie produit justement ces genres de marbre. Regardez les couleurs de nos calcaires. L'on passe dans le monde où est roche là, ou cassé, il ne représente rien. Mais l'on ciel ou polie, même couleur. Ça, c'est dans la zone d'Artibonite. Il y a différentes couleurs, différentes teintes. Ça, c'est dans la zone Campérin, etc. Différentes couleurs. Et si vous regardez sur tout le territoire, toutes ces couleurs, et ces mêmes couleurs ça qu'on voit en Europe, qu'on voit en Amérique. Donc, pourquoi ne pas créer, ne pas introduire ces ressources d'abord pour le marché local, au lieu que d'utiliser céramique ou série de produits qui sont en Italie, nous gagnons des produits locaux, eh bien, nous essayons d'exploiter, nous vendons à prix qu'il faut. Ensuite, vous abordez le marché local. Donc, voilà un potentiel qui peut être utilisé aussi à l'extérieur. Voilà encore d'autres qualités que nous avons. Nous avons tous les types possibles. On peut même, avec les débris, avec Retaillot, nous faire artisanat. Nous connaissons que l'Haïtien est très fort dans l'artisanat, il est très créatif. On peut faire des lampes, des cendriers, des cache-pots, etc. Regarde cendrier. Avec une wash, ou bien autour, ou travail. Au lieu que nous acheter cendrier en cristal, ou bien encore, on va là pour table, nous avons des produits. Haïtiens ont une imagination. Son artiste que lié, la transforme les produits ça en produits artisanaux. Tout ça, c'est un marché. C'est le développement du potentiel sur nos ressources naturelles. On peut faire beaucoup de choses avec ces ressources. Le gisement de carbonate de calcium. À quoi ça sert le carbonate de calcium? Qui particularité? Ce sont des carrières de sable. Mais particularité, c'est que ce sable est très blanc. Et d'après l'étude qui est faite, il y a 99% de carbonate de calcium là-dedans, du point de vue chimique. Et en termes de blancheur, il y a entre 95 et 98% de blancheur. C'est un sable qui est très recherché parce qu'il est utilisé comme charge minérale dans l'industrie de la peinture, industrie du papier, pour faire des tuyaux en PVC, il est utilisé comme charge minérale. Or, à titre d'exemple, dans la zone de Calbassier, du côté de Carrefour des Ruisseaux, nous avons 20 millions de tonnes de carbonate de calcium pur. Et à Payan, nous avons un autre gisement qui a 120 millions de tonnes, avec des teneurs de 98% en carbonate de calcium et blancheur entre 90 et 95%. Encore une fois, cette matière première peut être utilisée pour faire, qui entre dans la composition du papier, PVC, peinture, produits pharmaceutiques, environnement, etc. Donc, on peut trouver un marché en utilisant ce produit qui est disponible en Haïti. L'argile. Nous chargeons avec l'argile. Plateau central, c'est un département qui fout l'argile. Voilà un gisement du plateau central. Qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argile? On peut faire des carreaux, des ardoises, des tuiles, des briques, etc., des produits utilitaires. Dans le vaudou, eh bien, produits qui l'ont fort, c'est un argile. Au monde, on canari là, on mettait de là-dedans. On n'a pas besoin de frigidaire encore. En province, c'est avec argile là, au cuitri, au fel. Et dans un pays où le risque sismique est assez élevé, l'argile, c'est un produit qui est léger comparativement au bloc de béton.
Donc, le tremblement de terre au passé, quand il est tombé sur mon yo, si vous faites carré avec des matériaux qui sont beaucoup plus légers, des matériaux argileux, sont plus pour nous-mêmes, après moins de monde qui mourir, c'est une politique pour nous utiliser argile ça comme matériau de construction et comme objet utilitaire. Donc, voilà encore un créneau qui peut nous servir pour le développement en Haïti. Sel. On a passé sel, le market, des sels qui sont de tous côtés. Celle-là servi non seulement le bagage culinaire, le manger, mais il y a une série de pays qui ont neige là-dedans. Pour fondre neige, là, c'est une série de gros sel achetés. Puis ils mélangent avec une série de bagages pour fondre. Donc, il y a un marché pour celle-là, surtout dans les pays qui ont neige, aux États-Unis, en France. Donc, non seulement on a utilisé comme de l'art culinaire, mais côté que nous avons des marais salants, Grande Saline, de l'Antibonite, Gonaïve, Anse Rouge, Baie de Haine, Caracol, Terrier Rouge, Fort Liberté, Aquin, Lagonave, Belance. Donc, nous avons un paquet de marais salants qui ont exploité de manière artisanale dans de très mauvaises conditions parce que nous n'avons pas encadré, mais qu'on a transformé en industrie rentable pour nous dire qu'on a produit sel ou enrichir le sel iodé, mettez de l'emboîte, ou vendre made in Haïti, fabriqué en Haïti, nous avons vendu de tous côtés. Je crois que ça a soulagé l'économie, non? Parce que nous avons des ressources qui ont gaspillé. Donc, ça, c'est pour le sel marin. Voilà encore une idée. Ou bien, on marais salant, par évaporation de l'eau de mer. Donc, le sel est là. Donc, il y a un peu d'impureté là-dedans, mais il faut mettre en industrie pour que vous nettoyez les, vous rendez pur, et puis vous rendez vraiment hygiénique pour vendre sur le marché international. Nous allons terminer avec le potentiel en ressources énergétiques. Je parle de combustibles fossiles. Et là, nous parlons de combustibles fossiles, il s'agit du charbon et du pétrole et des gaz. Il y a un gisement de lignite de charbon qui est découvert à Maïsad, au côté Crélé, dans le 5e, qui est à 11 km au nord-ouest de Maïsad, qui fait 2,2 km². En termes de qualité, les réserves ont été estimées à 8 700 000 tonnes, à 1900 kilocalories par kilogramme de pouvoir calorifique. Ça veut dire que charbon, ça, il va pouvoir gagner des bagages qu'on est capable de faire avec. Soit capable de faire avec lui-même. Ou capable de mettre une usine thermique, électrique, qui est alimentée aux usines de 40 MW pendant 17 ans. Voilà une première utilisation. Bon, naturellement, il y a un peu de monde qui dit, bon, 17 ans pas suffit, il faut que nous fassions recherche encore pour augmenter les réserves. Bien que actuellement, aujourd'hui, les mines de charbon, l'exploitation de charbon tend à disparaître parce qu'il y a des problèmes environnementaux extraordinaires, donc le plus tourné vers d'autres types de combustibles. Mais quand même, là. Fabrication de briquettes de charbon pour les foyers domestiques, avec problème de déboisement que nous avons. On a utilisé charbon, on a coupé des bois. Mais on peut prendre ce charbon-là, mettre sous forme de briquette, mettre dans le chaud pour utiliser comme charbon. Voilà une solution pour arrêter le déboisement du pays. Tout est une question de planification et de vision. On peut faire des usines de cimenterie, qui produisent du ciment qui a besoin de l'énergie pour capable alimenter à partir de ce charbon. Matériaux de terre cuite, ça qui est plus important pour faire briques, pour faire carreaux, etc., c'est l'usine, c'est le four qui consomme un peu d'énergie. Donc, on est capable de faire four là, fonctionner avec le charbon. Ensuite, en dehors de Maïsad, des indices de cuivre ont été découverts du côté de Lignite, du côté de l'Asile et également du côté de Campérin. Donc, zone ça a mérité que nous fassions des recherches pour nous reconnaître est-ce que ce sont des gisements qui sont économiquement exploitables. En termes de pétrole, voilà un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. Nous entendons dans la radio que nous avons plus de pétrole passé Venezuela. Nous avons plus de pétrole passé Arabie Saoudite. Or, il se trouve que le monde-là, réserve qui plus, c'est Arabie Saoudite. En première position, vous avez le Venezuela. Donc, si nous avons plus de pétrole passé Venezuela, ça veut dire que le premier pays au monde en réserve pétrolière, c'est Haïti. On soit sur Internet, et pas citer non Haïti. Or, quelle est la réalité de la recherche pétrolière en Haïti? L'Américain est sorti en 1914, il fait rapport. Il y a des compagnies qui commencent à venir en Haïti, qui commencent à faire des recherches, des reconnaissances. Donc, la recherche a commencé en 1939 pour des compagnies américaines. Entre 1945 et 1977, il y a 11 forages pétroliers qui sont faits en Haïti. Il y a 8 à terre, 3 dans la mer. Ça fait 11. Et les zones qui ont été investiguées, dans la plaine du cul-de-sac, la Gonave, Maïsade, Saint-Marc, Jurinette. Or, 11 forages sur 27 000, ce sont des forages de reconnaissance qui ne sont pas suffisants du tout. J'espère que le forage qui tombe sous le pétrole, là, me dit, ah, là, il y a un pétrole qu'on a nous faire évaluation. Et dans la zone côté que le pétrole, là, il y a faire 10, 12, 50 forages pour évaluer le bassin pétrolier. Mais au cours de ces périodes de reconnaissance, il ne va jamais tomber sur un puits côté que le pétrole a jailli vraiment.
Donc, quelles sont les zones comme résultat? Des indices d'huile et de gaz, des indices, présence de pièges structuraux. Donc, les résultats obtenus relatifs à ces recherches, très limités, ne permettent pas encore de confirmer ou d'infirmer la présence d'hydrocarbures en Haïti. Donc, on a un peu le monde qui a fâché, qui a dit que c'est blanc qui va me dire ça. Nous gagnons pétrole là, m'a caché ça parce que m'a serré le pour blanc. Moi, je suis un scientifique, je dis exactement ce que je sais. Si vous m'avez pas connaît, je suis capable de dire que les forages qui ont été faits, les 11 forages ne sont pas suffisants. Ils n'ont pas été suffisamment loin. Seule la phase de prospection est partiellement réalisée et il y a 3 zones où le pétrole peut être présent. Au premier bloc, c'est le bassin de l'Antibonite, soit faire recherche pétrolière, dans le commandé de faire recherche là. Deuxième zone, c'est entre la Gonave et la plaine du cul-de-sac. Et troisième zone, c'est le plateau de Rocheroy. Nous avons des zones favorables à l'existence du pétrole. Je dis bien favorables à l'existence du pétrole. Mais ce pas des zones côté que le pétrole là existait déjà. Il faut faire des recherches. Et sous tomber sous puits qui gagne de pétrole ou aller suffisamment loin, il faut maintenant passer à un stade d'évaluation. Et voilà une carte qui montre les zones de forage. La Gonave, il fait 3. La zone Marissade, il fait 3. Dans la zone cul-de-sac, il fait 2 ou 3 encore. Dans la côte des Orcadins. Donc, il y a des forages en mer, nous ne sommes pas capables de repérer eux. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut continuer les recherches parce que ces forages de reconnaissance ne disent pas que nous avons du pétrole. Et je suis sûr et certain que nous avons du pétrole en Haïti. Mais il faut faire les recherches. Il faut tout d'abord reconnaître que nous avons des zones qui ont été identifiées et ensuite les évaluer. Donc voilà en gros ce potentiel que nous avons. Est-ce que Haïti regorge de ressources génétiques? Oui, nous avons un potentiel. C'est un mythe, une fiction ou une réalité? Ce n'est pas une fiction, parce que là, c'est une réalité, mais ce n'est pas une réalité que nous vendons sur les réseaux sociaux. Comme dit que Haïti est trop riche pour le pauvre, et que nous avons plus de pétrole passer tout le monde, nous avons plus l'or passer tout le monde. Attention, c'est une réalité qu'il faut maîtriser avec circonspection. Oui, nous avons des ressources minières, mais on peut entamer un développement à partir de ce que nous avons, mais nous n'avons pas le monopole de ces ressources. Et pour que ces ressources deviennent vraiment un moteur de développement, ce n'est pas suffisant. Parce que, est-ce que pour les matériaux métalliques, est-ce que nous exploitons? Bien sûr, les granulats sont exploités pour la construction, mais c'est tout. Maintenant, est-ce que ce potentiel qui est découvert à date peut contribuer au développement d'Haïti? J'ai à dire là, est-ce que tout ça qui a passé là, blanc, c'est ce qui prend besoin pour payer à la main, nous, parce que nous avons 3 ressources, nous avons une ressource à la main. C'est déjà quelque chose d'avoir ces ressources, mais il faut aussi les conditions. Et je veux terminer en posant ces conditions. Tenez bien, il ne suffit pas d'avoir des ressources minières dans son sous-sol pour avoir automatiquement des mines en exploitation. Ce n'est pas parce que au monde là qui gagne l'or, qui gagne cuivre, qui gagne tout ça, et puis automatiquement nous rêvons que nous riches. Ou passer de ça à ça automatiquement. De même que il ne suffit pas d'avoir des mines en exploitation pour accéder automatiquement à un développement durable. Ou bien des mines en exploitation, ça veut dire que le pays après le développer tout de suite. Parce que nous voyons que voilà les conditions qui doivent être réunies avant d'accéder au développement. Il y a 3 conditions d'abord. Ou bien ressources, c'est vrai, mais il faut d'abord une stabilité politique. On ne peut pas demander à un investisseur de venir mettre des millions et des millions de dollars au monde alors que le pays ne peut pas maîtriser. Les investissements miniers se font dans les zones où la stabilité politique règne. Parce que l'Europe négocie un gisement, ou pas négocier pour un mandat présidentiel pour 4 ans, 5 ans, mais pour 25 ans, pour 30 ans, il faut garantir ces investissements. Qui garantit que nous sommes capables de faire ça. Pour venir dans le pays, ok, venez, nous avons des ressources, venez exploiter, mais qui garantit que nous sommes capables de dans les conditions actuelles de stabilité. Aucune garantie. Deuxièmement, même si y a une stabilité politique, il faut vivre dans un état de droit. Il faut qu'il y ait des règlements. Il faut que les règles respectées, les règles soient respectées. Il faut la bonne gouvernance pour qu'il y ait des gouvernements responsables qui négocient avec des compagnies dans de bonnes conditions, qui défendent les intérêts supérieurs de la nation. Il faut restaurer l'autorité de l'État. Parce que si on négocie une convention avec une compagnie, il y a des clauses, il y a des règlements, il faut que nous forts pour nous voir que si la compagnie a respecté les règlements. Et s'il n'a pas respecté, il faut que nous rendions caduque convention, nous mettons la compagnie en dehors. Mais il faut qu'il y ait une autorité pour ça. Et enfin, il faut avoir la volonté politique de mise en valeur des ressources découvertes. Nous sommes capables de ressources, c'est vrai, mais pas aucune volonté politique qui les font bagarre avec lui. Là,
Nous, si tu battre l'estomac, oui, nous avons pétrole, nous avons cuivre, nous avons iridium, nous avons ceci, et puis ça s'arrête là. Mais quelle volonté avez-vous pour mettre en valeur ces ressources? Et quelles sont les conditions qui sont réunies pour mettre en valeur? Voilà les 3 conditions spécifiques. Il y a encore d'autres conditions. Nous pensons que présence ressources minières suffit pour aller au développement. Son grand écart, pour passer de identification des ressources à développement. Ce n'est pas facile. Non, ce n'est pas facile du tout. Parce qu'il y a aussi les conditions spécifiques. Il y a 5 conditions spécifiques. Accès aux ressources, suivi des opérations, paiement des taxes et redevances, gestion et allocation des revenus, utilisation durable des revenus. Nous sommes capables de considérer que pour passer des ressources minières au développement, c'est toute une chaîne. C'est ce qu'on appelle la chaîne de valeur des industries extractives. Il faut mettre en place ces conditions pour que ces ressources minières puissent contribuer à un développement inclusif et durable. Et dans ces comme dit, accès aux ressources, il faut poursuivre les recherches minières. Il faut que l'université ait des géologues, des laboratoires pour que les jeunes haïtiens aient fait recherche dans le pays. Dominicains a fait recherche chaque jour. De très loin, la découverte. Alors que nous-mêmes, depuis 2013, nous campons tout investissement, toute recherche en Haïti. Sénat a campé toute recherche depuis 2013. Toute compagnie qui était en Haïti, tout allé. Pas aucun investissement minier depuis 2013, depuis 15 ans. Il faut moderniser le cadre légal et réglementaire. Nous avons une loi qui datait de 1976, qui est obsolète. L'industrie minière développée, eh bien, toute bagaille allait et à quitter nous, nous-mêmes nous étions toujours avec la loi de 2016. Il n'avait dit rien. Il faut mieux gérer les titres miniers. Suivi des opérations, il faut que nous ayons des institutions fortes. Bureau des mines qui là, qu'on y a la cap gérer. Donc, c'est pour chacun que le dit. Ministère de l'Environnement, est-ce que le est capable de remplir les conditions? Le ministère des Finances avec DGI, qui est là pour prendre taxes, redevances fiscales, est-ce que les calibré pour ça? Le paiement des taxes, il faut que nous ayons un système pour nous capables de récupérer les taxes. Les collectivités territoriales, côté que Gisement est situé, est-ce que les collectivités territoriales sont fortes, sont renforcées, structurées, pour que le revenu qui génère la collectivité, ça, il y ait une partie qu'elle la donne pour développer les zones. Nous avons tendance à nous exploiter, nous prenons toutes les ressources, nous mettons dans le gouvernement central, nous faisons gargote avec lui, alors que le revenu n'a pas aller dans la communauté pour faire développement. Donc, il y a des conditions spécifiques qui doivent être mises en place pour passer de l'existence des ressources minières à un développement inclusif et durable. Alors, pour terminer, les ressources minières, c'est bien. Maintenant, l'organe, eh bien, il y a aussi entre l'espoir de développement et un désenchantement. Pour capable des ressources minières, soit que orienter vers le développement, et un développement durable, soit que, eh bien, ces ressources minières qui constituent une sorte de richesse peuvent constituer une plaie ou bien une malédiction. Ce n'est pas tout pays qui a des ressources minières et les riches, non? Regardez l'Afrique, les richesses du sous-sol peuvent être une plaie. Excusez-nous, moun kap bay nou feedback la, fermez micro nous gagnons Jean et Maître Jean-Aubin Maxi, nous gagnons Rose Musette, fermez micro nous. Renal, sou ka fermez micro moun yo, fermez pour nous. Parce que feedback là pas bon pour nous. Merci beaucoup. Donc, ces ressources minières qui sont dans le sous-sol constituent une richesse. Mais ce sont une richesse virtuelle. Toutes les fois qu'on peut comprendre une mise en valeur pour que la richesse virtuelle soit transformée en richesse réelle, c'est pas utile en rien dans ce sol. Et cette richesse, si pas bien planifiée, si pas bien concevoir, ou capable de transformer en plaie ou bien encore en malédiction. Ou quand même regrette côté gain parce que pays ça n'a vivre avec gang et qu'on n'a pas rien le jour où on a commencé à exploiter les ressources, c'est nous mal abordé. Donc ces richesses peuvent être soit une plaie, soit une malédiction. Mais ce n'est pas ça a priori. Ces richesses doivent conduire au développement. Pas n'importe quel développement. Parce qu'il y a un développement durable ou un développement non durable. Au développement non durable, nous exploitons, nous prenons richesse là, nous ne va faire rien avec lui, nous quittons SIGAC, nous mettons deux bouts en matière d'environnement. Pas de développement qui fait. Comme là, nous prenons ces machines achetées avec lui, là, nous poche série de monde, notre parti politique, eh bien, nous achetons carré là-bas. Son développement en poche nous, mais ce n'est pas un développement durable, côté que nous avons mis route, nous avons mis l'hôpital, nous avons mis centre de santé, nous avons mis toute qualité de bagage que nous avons besoin, un développement durable. Son pays que nous avons développé, qui est bon pour nous, et que nous avons quitté pour petit nous, parce que le pays, à ce moment-là, c'est richesse-là qui a servi vraiment. Donc, c'est ça que nous avons pour m'intéresser parler avec nous. Je suis à votre disposition pour les questions que vous aurez à poser. Merci un peu. Merci un pile, les ingénieurs Petit.
Merci pour bel râler si on fait pour nous, côté fait que nous comprenons pile bagaille. Donc, mes amis, n'a dit moun yo Renal, Jean-Aubin Maxi et mettez-nous sous mute pour nous parce que grand pile feedback cap sorti de côté nous. Oui, et merci en pile ingénieur Pripti, kounya nous pral passer dans phase question, mais avant nous faire ça, ça que m'a dit tout le monde parce que moi grand pile monde qui sous podium dans là. Alors, invitation à ingénieur Priptia, il lancé par groupe GRH. GRH veut dire groupe de réflexion sur Haïti. Groupe ça, c'est un groupe qui réunit en pile experts dans toute qualité de domaine que nous gagnons. Nous connaissons. Et objectif groupe ça, c'est réunir avec d'autres experts, réunir avec des mondes dans le pays pour nous ouais qui gens que finalement nous cap saisi tout problème pays ça, toute facette pays ça pour nous ouais si finalement nous capables de sauver pays ça avec un plan de société intégré et puis inclusif. Donc c'est objectif groupe là ça. Donc kounya là, nous pral passer dans phase question, mais une bagay que nous compte faire comme nous dit que groupe invitation li lancé par groupe GRH là, nous compte demander d'abord est-ce que gen quelques membres dans groupe là qui poser question et puis après ça question yo pral ouvert pour tout le monde. Donc qui est-ce dans groupe là qui a besoin poser ingénieur pour petite question? D'ailleurs, ça, oui, Paul Latortue. OK, allez pour nous, docteur Paul. Ok, ingénieur Petit, excellente présentation. Content d'entendre, on conseille de clarifier pour nous. Bien sûr, content de parler, mais on finit avec des précisions extraordinaires. Félicitez-vous. Merci beaucoup. Cependant, bon sujet que m'a peut-être parlé souvent de lycée aussi, pas tant de mentionner. Peut-être on dit l'autre genre, mais m'attendais dans nouvelle, m'attendais dans bouche gros politiciens internationaux l'expression les terres rares. D'ailleurs, expliquer nous petit classe plus qui s'allie, est-ce que son bagage ou parler déjà là ou bien gon l'autre aspect là-dedans qu'on pas toucher. Merci. Oui, merci beaucoup. M'a montré nous un diapo. En début, je vais me parler de le tableau périodique des éléments. Voilà. Nous avons un cadre là, qui est les lanthanides. Les lanthanides, c'est le titre des terres rares. Parce que terres rares, là, sont un ensemble de métaux. Ils réunissent 15 éléments chimiques, 15 métaux là-dedans. Donc, c'est les mêmes qui forment des terres rares. On a dans les lanthanes, donc les groupes là, les lanthanides. Donc, les terres rares font partie du tableau périodique des éléments. Mais l'industrie minière s'est toujours intéressée à des produits, à des métaux de base, tant pour l'argent, l'or, le cuivre. C'est eux-mêmes qui étaient cibles principales. Or, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, le smartphone, de espace, de satellites, etc., il y a une série de métaux qui ont besoin, qui sont beaucoup plus performants et qui sont très rares également sur la Terre, et que toute industrie minière a tourné vers ces éléments qui sont rares. Ce n'est pas que y rares, non, il y a de très faibles concentrations dans le sol. Or, il y a peut-être que 5 à 6 ans depuis qu'il n'y a pas de terre rare. Donc, c'est nouveau en Haïti. On me parle que le PNUD, avec Onudi, a fait recherche en Haïti dans les années 73-93. À l'époque, les principales cibles étaient l'or, le cuivre. C'est ça qu'on fait prix. Jusqu'à présent, on fait prix. Mais les terres rares n'étaient pas à la mode. D'ailleurs, pour détecter les terres rares, le laboratoire n'était pas vraiment suffisamment outillé. C'est qu'on y a là une série d'appareils sophistiqués qui déterminent les terres rares. Là. Il y a une importance des terres rares, qu'on y a là une pile de recherche qu'a fait. Et on découvrit que les terres rares sont surtout présentes dans les gisements de bauxite, qui sont des minerais d'aluminium.
Donc, à l'époque, que tu as exploité bauxite, au conseil de pays qui est Ghana, au paquet d'autres côtés, Jamaïque, tu as exploité bauxite là pour aluminium. Là. Le Renault, quand je dis à tout, une série d'éléments en dedans bauxite là, qui fait partie de terres rares. Donc, il y a revisité actuellement les gisements de bauxite, et tout le monde est étonné, il voit que non seulement tu as exploité comme aluminium, mais tu as une terre rare là-dedans, c'est un gaspillage, ils vendent bauxite là pour aluminium, alors que terre rare là, il était là, mais il faut vraiment découvrir. Donc, il y a un engouement aujourd'hui là pour les terres rares, donc il y a revisité gisement de bauxite. Donc, on est capable de dire que l'époque que tu as fait recherche, terre rare pas à la mode. Du côté dominicain maintenant, il fait même là, la pour visiter parce qu'il y a des gisements de bauxite tout. La compagnie Alcoa a exploité les gisements de bauxite du côté des Pédernales, sous frontière. Et ils ont rendu compte que le gisement de bauxite, ça, ils ont joué une terreur là-dedans. Et ça fait que le secrétaire d'État américain Marco Rubio te fait courir et la République dominicaine qui me dit que, attention, hein, moi intéressé si nous jouons une terreur là-dedans. Pourquoi les Américains sont-ils intéressés? Parce que les terreurs, pays qui gagnent vraiment monopole terreur là jusqu'à présent, c'est la Chine. Or, il y a besoin de terreur là pour les nouvelles technologies. Or, est-ce que l'Américain est capable de dépendre de la Chine sur ça? Donc, l'Américain a cherché des zones qui sont beaucoup plus proches de lui-même. Si lui-même n'est pas gagné, mais si un pays qui est proche de qui gagne, eh bien, il est parti pour notre, il est là. Il va prendre la main, au lieu que là, prendre la Chine. Donc, si Dominique dit que l'a fait recherche et que le jeune terreur à la Cali, donc il est intéressé. Maintenant, du côté haïtien, comme c'est la même frontière que nous gagnons, on m'a dit que nous n'avons pas fait recherche depuis 15 ans. Ensuite, nous allons jamais chercher terre rare. Si on veut une terre rare, bauxite en République dominicaine, alors que de l'autre côté de la frontière, du côté de d'Ansapit, du côté de Tiot, de Savane Zombie, toute forêt des pins, tout plateau de Rochelois, c'est bauxite cultivé. Si nous allons revisiter tout ça, probablement nous sommes capables de faire une terre rare là-dedans. Donc, je ne peux pas dire que nous n'avons pas de terre rare en Haïti, mais je ne peux pas dire que nous gagnons tout, autant que nous n'avons pas fait de recherche et que taux de concentration important, nous avons un gisement qui est économiquement exploitable. Oui, on est intéressé par les terres rares, mais il faut commencer par faire des recherches. Et si nous avons des recherches, il faut que nous évaluions pour nous salvo. Et si nous avons là, qui gens que nous pouvons négocier terres rares, parce que nous avons quitté, nous prendre la main, nous capable prendre la main, mais il faut des négociations en bonne et due forme pour que terres rares, ça vraiment du service pays. Pas oublier que le aspect environnemental qui est extrêmement important tout. Il faut que non seulement, si nous avons nous poser problème ressources là, qui rapporter nous un peu de bagaille, mais en termes d'environnement, il faut nous poser le tout, puis ne pas quitter aussi gars qui met en deux bouts la même. Donc voilà ce que je peux dire pour les terreurs. Merci. Pa gen lot moun nan GRH la ki gen question, ki ta bezwen pose a ingénieur Pripti. Donc, si pa gen lot moun, nan GRH ta bezwen pose question, donc pou y a question pral ouve a tout moun, mais ça que n'a dit, et si son question, ok, formulez-le de manière simple pour nous, dans quelques secondes. Bon, si c'est un commentaire, donc on moun ka prend 1 minute. Et puis pour nous faire ça, lever mais nous, pour nous capable faire un plus bon gestion de questions. Donc, qui moun qui a besoin de poser ingénieur Pripti quelques questions là? Je ne peux pas lever moi-même parce que je ne peux pas jouer une icône dans le côté pour me faire là, même temps. Ou mettre aller à ou mettre aller pour nous. Ah, eh bien, ok, d'accord. Et Monsieur Prepti, bonsoir et puis félicitations pour l'exposé. Très exhaustif. Très exhaustif, pardon. Bonsoir. Et, oui, docteur Prepti, ou exposé au là pour justifier argumentaire ou basé sur des rapports qui produisent. Mais est-ce que le rapport ça l'État haïtien lui-même, les auteurs, les co-auteurs, est-ce que par le biais de bureau des mines, est-ce que il y a suffisamment de compétences institutionnelles et techniques et autres pour que nous valider de tels rapports? Voilà, c'est question ça. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup pour cette question. Donc, la recherche systématique a été entreprise entre 1973 et 1993. Et lorsque nous avons fait appel au PNUD pour faire ces recherches, nous nous rendons compte que nous n'avons pas des compétences haïtiennes pour que nous nous mettions avec experts aux Nations Unies pour faire études.
Voilà pourquoi le gouvernement de Jean-Claude Duvalier a eu à créer une institution spéciale qui s'appelait l'INAREM, qui était l'Institut national des ressources minérales. Et toute compétence qui était à l'extérieur, au Canada et aux États-Unis, toute entrée vient intégrer l'INAREM. Et au niveau de la faculté des sciences, ils ont créé une section de géologie appliquée à la recherche minière. Côté que vous prenez de jeunes ingénieurs, ils ont une formation en géologie, et ils disent qu'une fois qu'ils ont fini, ils ont intégré l'INAREM. Et moi-même, personnellement, je fais partie de la première promotion de géologues formés à la faculté des sciences. Et là, fini qu'on y a là, ils ont une bourse pour aller étudier dans les grandes universités, mal étudier à l'école des mines de Paris, bien qu'à l'école de Nancy. Expert que vous voyez pour nous là, c'est la même école, ça, la même université, ça. Donc, pour répondre à la question, est-ce que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons participé dans la recherche? Oui. Personnellement, bon, il y a des côtés, ce n'est pas expert qui viennent, c'est même qui fait recherche. Donc, il y a des rapports qui existaient, c'est moi qui ai écrit les rapports, c'est moi qui ai calculé. Donc, nous avons fait partie prenante de ces documents. Et nous avons un laboratoire chimie à l'époque. C'était un plus gros laboratoire qui était dans la région. Donc, tout échantillon, c'est là que test est fait. Donc, vous voyez, confirmé à l'extérieur. Donc, nous avons confirmation de tout ce qui a été fait, parce que tout ceci a été fait en collaboration avec les experts nationaux. Nous sommes maintenant aujourd'hui devenus des seniors. Donc, nous sommes parfaitement au courant de ça d'ailleurs. Et il y a un audit qui a été fait par le BRGM, financé par la BID, qui confirme. Et jusqu'à présent, le blanc et Valais, c'est haïtien qui continue à faire recherche. C'est dommage que après un certain temps, il y a une importance encore à ce secteur. Donc, tout le monde qui a étudié, toute compétence, nous avons un paquet de compétences, un paquet de docteurs qui fait en géologie, en mine. C'est un kyrielle de spécialistes haïtiens. Puisque le secteur a vu tomber, il a vu une partie, il a quitté le pays, qu'on a là, il réduit en peau de chagrin. Il faut maintenant recommencer. Mais au moment où ces études se faisaient, les rapports existent. C'est nous-mêmes qui avons fait le rapport avec Blanc. Ma bonne anecdote. C'est une partie de le bateau central, côté que nous avons un financement de la France pour faire études là. L'expert a venu, il garde des territoires pour le bail là, il mettait moi pour travailler avec l'expert là. Eh bien, monsieur prend territoire, c'est pas en deux. Il dit partie nord là, c'est pour moi, partie sud là, c'est pour lui. Même travail que le fait dans le nord, nous fait dans le sud. Puis nous sommes ensemble, nous mettons tête nous faisons compilation, nous faisons cadre général, nous faisons rapport, et le rapport est sorti. Est-ce qu'on a dit que le rapport, ça, c'est rapport blanc? Non, c'est notre rapport. Nous discutons et nous versons l'archive de l'État haïtien. Voilà le rapport de l'État haïtien, côté où il y a une collaboration des experts des Nations Unies et des experts haïtiens. Donc, ce n'est pas des rapports qui sont faits par Blanc et puis le document s'allié ou par sud de lui-même. Non. Ce sont des rapports qui investiguent ou posent des questions. Il y a des réunions qui sont faites, il y a des institutions qui l'ont. Donc, qui conforment aux normes et requises par le métier. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Et merci beaucoup, et ingénieur Pripti. Bon, moi, j'ai une question. Le Américain te mené à Aristide retourner à Haïti première fois. Tout le monde, en pile monde, disons, te ka assisté que nèg yo te beau ton paquet te mette sous flatbird et puis y a l'on côté avec yo. Bon, gen moun qui t'a dit c'est dans bateau et puis yo entré États-Unis avec yo. Donc, est-ce que le ministère des Mines est au courant de genre activité ça yo? Est-ce que tu as un rapport avec le ministère des Mines, département des Mines, et qui Jean Bagay ça a passé même, et docteur Pripti? Parfait. Bon, ça, c'est un aspect qui est en dehors de l'aspect technique que m'a développé. Mais l'Américain venu, l'Américain pas venu pour venir exploiter quoi que ce soit, ni pour le faire recherche de quoi que ce soit. Il est venu dans un contexte bien particulier. Maintenant, si pendant que vous voyez là, il mettait des ressources de sable dans un sac, par contre, pour qui ça? Et c'est eux-mêmes qui te mettent là, il va rien pour qui ça tout. C'est eux-mêmes qui te mettent payé. Maintenant, ils mettent dans un sac pour faire quoi? Pour exploiter, pour voler les richesses du pays. Encore une fois, je dis que l'organisme, ça gagne en faible concentration. Ou bien, chaque tonne, ou bien 2 grammes d'or, si c'est l'or que tu apprends, ou bien cuivre. Chaque tonne, gagne 2 grammes d'or. Donc, mettez quelques wash dans le sac, ou pour un container, voilà, avant qu'il y ait une tonne. Donc, on va gagner 2 grammes, 3 grammes d'or. Ou 11 d'or, c'est 31 grammes que le vaut. Donc, qui quantité wash pour t'apprendre pour que tu aies un or qui est suffisant. Ensuite,
faut traiter le sous place. Prendre, mettre le bateau, transporter lui, finalement, du point de vue économique, ça va aucun sens. Peut-être que vous avez besoin qu'on ait, est-ce que zone ça, a l'impression que le combat est sérieux là-dedans, vous prenez des échantillons. Or, en Haïti, nous gagnons une mentalité. Le compagnie qui vient faire exploration, qui vient faire prospection, pour le faire, il faut le prendre wash. Il faut le casser wash, le mettre dans le sac, dans le sachet, puis le fourrer à l'extérieur dans le laboratoire. Or, nous-mêmes en Haïti, depuis nous voyons que un monde casse son wash, le mettre dans le sachet, c'est voler que l'on voler les ressources là. Or, nous échantillons là pour voler dans le laboratoire pour dire est-ce que gagne. Si gagne, qu'on y a là, il faut le retourner pour le faire évaluation des fourrages, pour l'étudier en détail, pour le connaître est-ce que c'est économiquement rentable. Donc, le fait pour les Américains de venir, de mettre quelques wash dans le sac, pour qui ça? Pas qu'on raison. Admettons que c'est des ressources que je suspecte qui étaient capables utiles. Mais prends quelques sacs de wash avec des concentrations très faibles, c'est peut-être juste pour envoyer dans un laboratoire pour tester pour qui ça qui est dans ça. Je suspecte que c'est tel bagage. Est-ce que tu as des résultats? Si je ne pas retourner encore, c'est que le résultat n'est pas concluant. Parce que l'envoyer dans le laboratoire, le résultat est négatif ou vague sur ça. Maintenant, si tu as un bagage qui est sérieux, immédiatement que tu aller, tu as envoyé en compagnie, vient faire demande d'exploitation pour tel type de substance. Jusqu'à présent, pas gain. Ça veut dire que même si les résultats sont concluants, mais ces résultats sont restés dans les bureaux de ces États-là. Mais pour exemple, faire évaluation pour connaître qui valeur économique au social gain. Donc, on n'est pas capable de répondre nous parce qu'on ne sait pas qui but que tu apprenez. Et même si tu apprends, il n'est pas foutu, c'est voler que tu es volé parce qu'on n'est pas capable de voler ça comme ça dans les conditions. Ça demande beaucoup plus. Ok, merci. Donc, moi, mais à lever, par contre, si son l'autre question de gain. Pardon, si on l'autre monde qui répond, mais tout à l'heure, je cliqué trop tard parce que je dois remercier l'ingénieur Preti pour répondre ça, puisque le demande s'il te répond moi. Oui, évidemment. Mais quand même, l'autre question m'a posé où, ingénieur Preti, question n'a pas motivé parce que moi, je mettais en doute capacité expert haïtien. Parce que là, on a parlé de système. On a parlé de l'État, c'est-à-dire Haïti, son pays qui a pile gros compétences professionnelles, certes, mais nous connaissons pas qu'à juxtaposer. Il faut que yo un caractère systémique. Alors, côté Mbraléa, c'est que moi demandé est-ce que je dis à l'État haïtien a une capacité suffisamment pour auditer résultats recherche qui fait yo. C'est-à-dire c'est pas une question parce que je dis à tout le monde nous affrontement avec Claude Preti, ça sont personnes physiques. Mais ou pas Haïti ou pas l'État haïtien, on comprend que vous êtes très sensible pour tout ça sous dos. C'est ça fait que me parler de capacité de l'État, pas de vous-même. Est-ce que l'État aujourd'hui a en mesure pour auditer ce que compagnie fait comme recherche? Est-ce que dans la pratique, pas de possibilité, puisque ça fait dans l'autre pays, que pas gagner, comment on dit ça encore, en remise complète de résultats que vous joignez, ou bien parfois tout pas gain opacité. Parce que nous connaissons nous pas un cadre légal voilà, correct. Nous avons paquet l'autre déficience encore. Donc c'est dans ce sens que je me posé question, hein, mais les plus par rapport à l'État haïtien, ouais, aux institutions, M. Preti. Pas qu'on ait son pensée de ça. Tout à fait, très bien. Moi, je comprends une question très bien. Mais dans la matière, ou prend un expert que le national, que l'international, ils font recherche, ils font un rapport. Bon, c'est des méthodes que l'utiliser. L'autre géologue capable de critiquer le rapport, il dit que bon, les mêmes, ou qu'on approche, c'est pas comme ça d'apprendre, ou calculer des réserves, les mêmes dit que si c'était méthode ça que l'on utilisé, peut-être que les réserves vont plus, ou encore les moins, soit que ou optimiste ou pessimiste. Donc les méthodes peuvent être discutées. Mais en gros, vous avez une idée des réserves qui ont été calculées, et réserves, ça, yo appliquées à une superficie à une certaine profondeur. Peut-être qu'on aurait été recherche là à une certaine profondeur, nous fait des calculs dans le nord qui arrivent à 200 mètres, 300 mètres, nous camper là. Mais si vous continuez à 400 mètres, 500 mètres, on va augmenter les réserves. Donc, les rapports ont une valeur à date. Et si une compagnie intéressée à exploiter, il ne va pas acheter chaque ma coûte. Il faut qu'on balle tout rapport, les logs de sondage, tout existent dans le nord, c'est une bibliothèque. Il faut vérifier tout le travail qu'on fait, il fait des fourrages de reconnaissance pour prouver que ce qu'on dit, c'est vrai. Parce que le ne peut pas exploiter sous base sur le dit là. Il faut que le vérifie. Il y a des fourrages de confirmation.
il vérifie, il recalcule les réserves, et c'est sous base des réserves ça, que nous allons négocier vraiment une exploitation. Donc, il ne faut pas jamais prendre, ça ne faut pas mettre en doute son bail là. Son bail, il a son base reliée. Là, le vérifier. Une fois que le vérifier, il est correct, soit que il augmente les réserves, soit que le diminue, et c'est sous base ça, nous allons négocier. Maintenant, est-ce qu'actuellement en Haïti, nous avons des compétences pour faire ce travail? Au moment où les Nations Unies faisaient ce travail, on avait ces compétences. On avait beaucoup de docteurs, beaucoup de spécialistes, de géologues qui étaient formés dans tous les domaines. Et nous devons faire recherche nous pour compte. Mais avec le temps, à partir de 1986, nous venons commencer par des secteurs importants encore. Il n'y a pas de budget pour faire recherche. Et tout le monde qui était qualifié, il a quitté, soit qu'il y a l'éducation, il y a le parti à l'extérieur, il y a l'offre service ailleurs. Actuellement, ce bureau est réduit à une peau de chagrin. Donc, si vous voulez poser une question qu'on y a là, nous voulons recommencer avec les ressources là, nous voulons vraiment prendre chemin de développement, nous ne disposons pas de ressources compétentes qu'il faut pour pouvoir faire le suivi et faire le travail. Il faut recommencer. Mais comme nous avons un pays qui est grand plus jeune, nous avons un laboratoire, nous avons une université, nous sommes toujours capables de reformer. À prendre connaissance, les technologies ont évolué. Rapidement, nous sommes capables de former pour que eux-mêmes assurer la relève. Mais pour le moment, nous avons une déficience d'experts nationaux pour vraiment grande question. Et avant que nous passions aujourd'hui à en phase d'exploitation, gain des mises en place pour qu'ils fassent ressources, ok, nous devons revisiter encore parce que gain des éléments que nous dépassons à côté l'un d'affaires expérience là. Par exemple, les terres rares. Nous ne pouvons pas jamais faire recherche terres rares. Mais ce pourrait que ces gisements-là pour lesquels j'ai mentionné certaines choses, il y a pile l'autre bagarre là-dedans. Moi, je pense personnellement que les plus grands gisements d'Haïti ne sont pas encore découverts. On considère Haïti comme un pays vierge malgré toute recherche qui fait. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays, mais pour le faire, il faut des compétences. Or, nous ne disposons pas aujourd'hui de ces compétences. Il faut travailler sur ces compétences et mettre les infrastructures en place pour que nous bénéficions vraiment de retombées économiques de ressources minières. Merci beaucoup, ingénieur Pepti. Moi, gen Ruben, Damini, bon, je ne vais pas finir tout l'autre nom. Et Ruben, allez pour nous, non, rapide, s'il vous plaît. Ok, c'est Ruben Damentas. Bonsoir tout le monde. Nous saluons ingénieur Pepsi et nous remercions pour brillant exposé ça. Bref, est-ce que le cadre légal haïtien est suffisamment robuste pour encadrer l'exploitation minière? Et puis tout, dans le cadre d'exploitation minière et surtout pays, par exemple République dominicaine et autres, est-ce que qui modèle économique est plus envisagé? Est-ce que c'est partenariat public-privé, concession ou bien nationalisation? Et puis dans le cas pays nous, dans le cas Haïti, et dans l'expérience passée, quelles leçons que nous capables de tirer? Est-ce que l'expérience était positive, négative? Et c'est ça, nous avons besoin. Nous avons justement besoin qu'on ait. Et puis autre chose pour les documents, ça, que vous projetez, un document PowerPoint, là, est-ce que la possible pour partager ensemble avec nous? Merci. D'accord. Bon, vous avez 4 questions, donc je ne vais pas oublier toutes, mais au fur et à mesure. Je vais commencer par la première question, on va rappeler l'autre question. Première question, est-ce que nous avons un cadre légal qui est robuste, qui permet de faire face aux ressources que nous gagnons? Encore une fois, je le répète, la loi minière actuellement en vigueur date de 1976. Ça fait 50 ans. Or, en 50 ans, l'industrie minière a beaucoup évolué. Et en 1976, considérer la loi minière ça, il n'a pas étudié l'aspect environnemental. Parce que le concept environnement qu'on a, c'est à partir des années 90 que l'industrie fait partie de l'industrie minière, intégrer l'étude de la minière. Ensuite, le ministère de l'Environnement peut coexister, c'est en 1995. Donc, la loi minière de 1976 n'aborde pas les problèmes environnementaux, or c'est un problème qui est très important. Ça fait un. Deuxièmement, dans la loi minière de 1976, l'aspect fiscal n'a pas été abordé. Or, une compagnie qui a venu, il faut connaître qui taux qu'on pratique, qui type de redevance qu'on gagne, qui système que ou pas venir dans la loi. Donc, j'ai encore dit, moi, on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé. Donc, il faut que tout bagage soit clair dans la loi, ou il ne pas exister. C'est à travers les conventions minières, ce bagage de gré à gré, qu'on fait avec les compagnies pour dire que maintenant que m'a pratiqué, et là, son porte qui est ouverte vers la corruption, vaut mieux que dans la loi. Vous dites au début,
quels sont les taux de redevance superficielle, taux de royalty, etc. Tout système fiscal là qui vient l'organiser. Ensuite, activité d'orpaillage qu'a fait dans le nord-est pour les paysans, ne pas considérer la loi minière là. Alors que nous pensons que faut que nous aborder, il faut que nous encadrer, il faut que nous pas quitter aucun multinational vienne prendre entrer dans le bagage, quitter pour paysans, mais encadrer paysans pour que l'activité ça profitable à lui-même. Ensuite, il y a un paquet d'autres bagages encore qui méritaient ouais la donner, malheureusement qui n'a pas existé, d'où la nécessité. Si nous entreprenons une mise en valeur de ressources minières, le premier bagage pour faire, il faut actualiser la loi minière. Pas même actualiser, ou l'autre loi minière pour exister. Et nous sommes tellement conscients de ça, il y a des propositions qui sont faites depuis 2013-2014, mais malheureusement, ce sont des textes qui ont été présentés par l'exécutif au Parlement pour valider, mais par contre, si c'est pas reste, 316 articles, 400 articles, eh bien, le Parlement a toujours passé à côté, ne pas jamais valider. Donc, il faut un effort de la part du gouvernement, de la part des pouvoirs, pour que le valider le texte qui tenu compte de toutes les spécificités minières, pour qu'il comble toute lacune. Et actuellement, il y a un texte qui est sur le tapis, il a fait l'objet de considération maintenant. Donc oui, le texte actuel est obsolète, il est désuet, il faut que nous ayons une nouvelle législation qui tienne compte de la réalité minière. La deuxième question, vous pouvez rappeler mon corps? Oui, deuxième question. Oui, et deuxième question, et dans le pays côté et il a fait exploitation minière, qui modèle économique vous Ok, pensez qui est d'accord, plus d'accord, adapté? Est-ce que d'accord, c'est partenariat public-privé, concession et nationalisation? d'accord. Il faut considérer dans ce domaine les parties prenantes. Le Bureau des mines et de l'énergie, c'est une institution technique. Où nous, c'est faire des recherches. Nous avons des géologues, des ingénieurs miniers, des statisticiens qui ont fait recherche dans le pays. Métier, nous, c'est chercher. Vous pas obligé de joindre, mais nous souhaitons que nous joignons. Et là, nous joignons, nous faisons un rapport, nous disons pays, mais ça que nous joignons. Maintenant, passer l'en phase de mise en valeur, de recherche de qui système économique qu'on va utiliser. Est-ce que c'est partenariat public-privé? Est-ce que c'est le public qui va le faire? Ça, qu'on y a là, relevé de la politique du gouvernement. Et ce n'est pas nous-mêmes qui définissons politique. Ou il y a des gouvernements qui ont un système politique, et bien, il faut tenir compte de ça. Et bien, le chita, qui est qui est plus bon pour nous-mêmes? Est-ce que c'est l'État qui peut l'exploiter? Est-ce que nous avons un partenariat public-privé? Donc, quel système politique que nous avons utilisé? Qui gens que nous avons négocié? Maintenant, la mise en valeur de tout ceci, il y a un aspect politique qui ne dépend pas directement. Je ne suis pas capable, en tant que directeur général, de dire que mais qui j'ai vous le faire? Non, ce sont les gouvernements qui doivent venir et il faut le faire dans un cadre consensuel. Parce que, encore une fois, je dis que les exploitations ne vont pas se faire pendant un mandat présidentiel. Ce n'est pas ressources président relié au parti politique. Ils négociaient pour 4 ans. Après 4 ans, eh bien, ressources à plat, 20 ans, 25 ans, 30 ans, donc nous hypothéquer l'avenir. Donc, il faut que une négociation, une entente qui fait, OK, oui, nous avons un potentiel en tant qu'haïtien, qu'est-ce que nous pouvons faire de ce potentiel? Il faut qu'on chita pour qu'il fait autour de ce potentiel, voilà ce que nous pouvons faire, quel type de développement que nous voulons. Donc, ça ne relève pas directement de la compétence des techniciens. Oui, la troisième question? Oui, troisième question, c'était qui leçon nous capables de tirer de l'expérience passée en D'accord. matière d'exploitation minière en Haïti? Nous faisons 2 expériences, la Reynolds et Cédrine. Et époque que tu as fait là, on a eu nous avons des lois minières, nous avons des conventions minières, nous négocions, mais on a négocié ces ressources de manière politique. Parce qu'à l'époque, pas d'institution technique des mondes qui étaient formés dans le domaine, des négociateurs, des avocats, pour qui étaient négociés. Parce que là où il y a en face des négociateurs ou compagnies, il y a des experts géologues, des experts en négociation, des experts économistes, ou qui réel d'experts qui viennent négocier avec un pays qui doit mettre en face experts, propres experts par eux. Les techniciens d'abord, les économistes d'abord, les politiciens d'abord, qui ont un plan stratégique de développement, qui savent, qui peuvent négocier de manière rationnelle, de manière avec ces compagnies-là. Il faut que les négociations se passent de manière cordiale et d'égal à égal.
Or, les négociations qui ont été faites avec la Reynolds en 1952-53, ou bien encore avec la Sidren, pendant la même époque, pas de gain des institutions qui étaient vraiment gain des compétences, donc les négociations ont été d'ordre politique. Il est sûr et certain que du point de vue technique, il y a bon, parce qu'il y a des côtés qui sont capables de prendre, même si on dit 50-50, n'a partagé, c'est là ça que nous faisons. Ok, ma bon 50%, ma bon 50%. Mais pas de problème, il y a toujours d'accord. Mais il y a pile l'autre côté qui est capable de prendre le système, le coût d'opération. Au conseil de côté, il gonfle le coût, ou pas de contrôle, ou pas de technicien pour qui contrôler le taux. Donc, il y a plusieurs côtés qui sont capables de prendre, alors que si vous avez des institutions techniques, des mondes éclairés, ou des laboratoires qui ont fait test, qui ont veillé, il y a des contrôles, contrôle environnemental, contrôle technique, contrôle fiscal. On a pété un pile contrôle sur eux, eh bien, nous sommes capables de tirer au bagage sérieux. Maintenant, à l'époque, tu as fait pas bien contrôle ça. Si on est quitté compagnie exploitée, ou pas contrôler lui, et puis il dit que, ok, c'est tant de m'a exploité, c'est tant comme que nous vendons sur le marché international, ou bien on est capable de vérifier effectivement que c'est ça. Donc finalement, nous bois. Donc, je pense que qu'on y a là, bagage a changé. Il faut que nous mettions en place des infrastructures qu'il faut, avec des compétences qu'il faut pour pouvoir négocier égal à égal avec ces compagnies. Oui. Je ne sais pas s'il y a encore une autre question. Non, pas de l'autre question, là, c'était pour un document PowerPoint, là. Demander est-ce que nous, Oui, oui, bon. si la Par police rapport est à capable lui, un petit peu personnel, mais moi, j'ai des documents, par exemple, version numérique, le potentiel, et après conférence là, au Canada, ouais, monsieur Maxime Fils, bah, moi, bah, vous pouvez email moi. À partir de email moi, je suis capable de communiquer nous et certains documents qui sont d'ordre public pour pouvoir pratiquer la transparence. Pas rien qui est caché pour dire que les ressources, nous pas dire nous serrer dans tiroir nous. Donc, c'est les officiels seulement pour qu'ils connaissent nous, pas rien ça. Toutes les ressources ont été calculées, ont été évaluées. Ce sont des données qui sont disponibles pour tout Haïtien. Et le jour que nous avons une négociation, il faut que le rende public pour que tout le monde connaisse exactement ce qu'on négocié. Parce que ce sont les biens qui appartiennent au peuple haïtien. Merci beaucoup, ingénieur Petit. Et Jovenel Moïse, allez-vous nous, s'il vous plaît, rapide. Bonsoir tout le monde et moi profiter pour me remercier ingénieur Preti pour gros travail que les sont présenté nous là. Merci en pile, félicitations et moi crois Merci que beaucoup. et son travail extraordinaire. Alors, question par maintenant, c'est concernant uranium. Uranium, bon, en fait, c'est pas domaine, moi, je ne connais pas trop bien. Est-ce que sont ressources métalliques ou bien non métalliques? Et puis, moi, j'entends sur radio, télévision, un peu le monde qui sur réseaux sociaux, tout un peu le monde qui parle de que Haïti est chargé uranium, etc. Mais moi, que dans la présentation que tu fais, pas gain, aucun côté que tu mentionné ça, je ne connais pas aussi le l'autre non. Et est-ce que réellement il y a une ressource comme ça que nous sommes arrivés et détecter en Haïti? OK, merci beaucoup. Je vais aller beaucoup plus loin que vous. Vous mentionnez uranium. Bon, uranium, c'est un produit radioactif que lié. Et bon, nous pas découvrir en Haïti. Peut-être qu'il y a un mais nous pas découvrir. Même plus quoi que vous avez envie de parler dans l'autre produit qui fait buzz en Haïti, c'est l'iridium, qui est différent de l'uranium, là. Donc, soit les réseaux sociaux et sur Internet, ou après que il y a des gens qui font conférence sur iridium, qui est un métal qui est très rare, qui rejoint surtout en Afrique du Sud. Et on dit que Haïti a une deuxième réserve mondiale d'iridium. Ça veut dire que nous sommes riches en iridium. Et iridium a coûté 3 fois plus cher que l'or. Donc, on dit que Haïti est chargé avec iridium. Sous elle a exposé, il y a un bagage ou ressources que je ne vais pas mentionner, c'est que je n'ai pas des données, là, même pas des rapports qui prouvaient que son ressource qu'il a, qui fait étude, qui est évaluée, qui est économiquement rentable. Soit je ne pas parler de lui-même, c'est que son bagage qu'il a, mais nous n'avons pas d'informations sur lui, nous n'avons pas des données sur lui, donc je ne suis pas capable de prononcer son bagage que je ne sais pas. Donc tout ça qu'a dit là, il y a des gens, il y a des influenceurs, il y a des manipulateurs qui disent que nous avons ceci, nous avons cela, qui va baser sur rien. Mais ce sont des marchands d'illusions. Il y a plein de monde qui veut entrer dans le combat électoral, il y a vendre des illusions, il y a dit nous avons ceci, nous avons cela, mettez-moi sénateur, mettez-moi député, mettez-moi président. En 4 ans, 5 ans, je vais changer la vie, nous, parce que mes ressources que nous avons. Est-ce que nous avons ça charger les ressources là-dedans, charger l'eau? Je vais transformer la vie nous en 5 ans. C'est faux.
moi, en tant que technicien, en tant que professionnel, je ne peux pas vendre des illusions, pas aux vendeurs d'illusions. Obligé de dire bagaille aux gens, même si on n'est pas content, on doit jouer moins, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, si on va mentionner iridium, on va mentionner uranium, on va mentionner cobalt, c'est pas que nous fait ou un pas sur nous connaissons que la même barre de c'est pas ça du tout. Parce que nous avons que depuis 2013, pas de recherche qui fait. Si pas de recherche qui fait sur ce genre de substance, on va dire que oui, nous avons un rapport sur eux. Donc, le rapport n'a pas existé. Et si le rapport n'a pas existé, c'est que le ressource n'a pas existé tout le monde. Il est capable de la battre, mais le jour que nous faisons recherche, nous mettons en valeur, nous calculons, nous connaissons les réserves, nous allons dans la radio, nous disons, mais ça que nous découvrons. Mais pour le moment, je ne suis pas capable de dire parce que je n'ai pas d'éléments sur lui. Et si nous avons un iridium vraiment, j'en ai notre puissance, après l'Afrique du Sud, c'est nous-mêmes qui avons plus de réserves. Nous avons uranium. Ce sont des produits qui sont très rares dans l'écorce terrestre. Et que tout pays derrière. Alors, vous pensez que nous avons des ressources là, et puis pas aucune compagnie qui est intéressée vient en Haïti, qui vient demander des permis de prospection, des permis d'exploitation, ou bien qui offrent nous des avantages pour venir exploiter. Depuis 20, 30 ans, il n'y a pas de bagages ça là. Il n'y a pas aucune compagnie qui est intéressée parce qu'on connaît que ce sont des fables. Ce n'est pas comme ça qu'on été dit qu'on gagne ressources, on gagne cobalt. Au bon matin, on gagne 30 millions. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut 8 à 10 ans pour évaluer ceci. Et même là, après 10 ans, il faut qu'on prouve que l'est économiquement rentable. Et s'il n'est pas rentable, après, il est dans le sol. Et il y a des produits que nous gagnons, si nous ne pas pressés exploiter, avec le développement de la technologie, il n'est pas à la mode encore. Ces produits, ces ressources minières sont remplacées par d'autres produits qui sont beaucoup plus performants et que les nouvelles technologies réclament. Il y a une série de ressources qui parlent à la mode encore. Il faut que nous orientions recherche vers les nouvelles technologies. Il faut que nous positionnions parce que il y a un enjeu géopolitique. C'est dans ce sens-là, pour les politiciens qu'on est là, orienter recherche pour nous avoir un plan stratégique de développement pour que nous positionnions en termes de potentiel minier et que nous considérions la réalité de l'industrie minière. Merci beaucoup. Moi, j'ai un iPhone qui leve meni. iPhone, allez pour nous, non, s'il vous plaît. iPhone, allez pour nous rapide, s'il vous plaît. Bon, iPhone nan gen lè pas sous ça. Bon, moi, Aol ou gen lè te bliye leve et baisser men ou? Non, m'te baissé lui. Toute dernière question, Yeah. si nous permettez. Allez Allô? rapide pour nous, s'il vous plaît. Allez rapide pour nous, parce que les Eh bien- affaires nous défaut. Oui. Eh bien, d'accord. Bon, il y a pas longtemps, moi-même, tout m'étais intervenant là, sous plateforme, non, même Java et ingénieur Prepti, moi-même, t'ai parlé sous collectivité municipale, enfin, collectivité territoriale en général, comme vecteur de développement en Haïti. Et comme son question, sujet qui intéressait moi, moi-même, je voulais ramener sujet qu'on traite aujourd'hui, faire un lien entre lui avec question collectivité municipale. On connaît qu'en Haïti, et légalement, c'est le sous-sol appartient à l'État central et non aux municipalités. Ça veut dire que tout permis d'exploration, permis d'exploitation, c'est bureau des mines qui doit délivrer. Mais est-ce que une municipalité qui a disposé de sources de financement, voilà, pour faire de petites études géologiques au niveau local, des relevés préliminaires, par exemple, géomorphologie, prospection artisanale, etc. Est-ce que dans le cas ça, est-ce que c'est possible, via des partenariats publics-privés, etc. Est-ce que dans le cas ça, bureau des mines et de l'énergie, est-ce que lui-même lui gagne attribution pour que lui gagne une coopération, partenariat direct avec une ou plusieurs municipalités dans ce sens-là? Si question pas gagne sens, soit dis-moi. Et puis merci beaucoup pour gentillesse. Oui, c'est une très bonne question. Et je pense que les collectivités territoriales ont un rôle primordial à jouer dans la considération des ressources minières d'un pays. Parce que les ressources, c'est la collectivité territoriale, c'est la commune qu'on joue, localisé dans la commune. Ce n'est pas au niveau du département, mais c'est dans la commune que c'est situé. C'est quelques hectares. Donc, c'est dans la commune que c'est. Donc, commune concernée par les ressources. Bon, imaginez qu'il y a une ressource dans la commune qui vaut des millions, bien des milliards de dollars, puis l'État central négocie, il prend tout revenu,
ils prennent, ils font salver avec lui, et puis, ils ont dérangé l'environnement commune, commune a toute qualité besoin, et puis comme la passé, bois bouche li, il pas bénéficier de rien, et leur fin exploité, ils ont quitté l'environnement qui dérangeait par la commune, ils pas rangé. Ensuite, nous quitté commune avec misère. Et justement, la nouvelle loi qui est proposée, la nouvelle loi minière, considérait une taxe qui aurait les droit minier spécial. Côté que vous prévoit la loi peut-être qui va le voter hein, la prochaine fois, je prévoit un certain pourcentage, un cob qui va le retourner dans la collectivité par tonne de minerais extraits. Donc, plus il y a minerais dans la zone, il y a extrait, et bien, il y a un certain cob là-dedans qui va le retourner dans la collectivité territoriale, la mairie. Ensuite, avant que vous commencez à exploiter, il y a un plan de développement communautaire pour qu'il signe entre compagnies et les autorités locales et avec le pays. Donc, la nouvelle loi, ça nous favorise en pile les collectivités territoriales, nous plaider en pile pour la décentralisation, pour que si on a une ressource qui est commune dans la localité, il faut que le bénéficie de lui-même, il faut que ait un retour d'investissement et que communauté, collectivité, mais en fait, les élus locaux, ont une capacité pour proposer des plans de développement à partir de ressources. Ça, nous comme expérience. Il y a un gisement de cuivre qui a été voulu exploiter dans la zone terrier rouge. Or, puisque la loi n'est pas adéquate, l'État lui-même est défaillant, moun yo campé, la commune a dit que bon, compagnie va venir là. Pour venir là, il y a une liste de bagages pour le faire avant que le mette pied dans la commune. On fait pont, on fait agriculture, on fait route, une liste qui a coûté peut-être des millions de dollars. Or, le bagage, ce n'est pas la compagnie pour qui fait liste, c'est l'État pour qui fait. Vous ne pouvez pas demander aux compagnies qui ont exploité une ressource pour faire route pour vous, pour faire pont, mettre l'école, mettre l'hôpital. Ça, c'est l'État. La compagnie est là pour payer taxes. Et l'État assure que le paye taxes, mais avec taxes qu'on y a là pour retourner au parti là-dedans pour faire développement local. Donc, qu'on y a là, au niveau de ces lois, nous prévoit qu'il faut que la communauté, non seulement le gain au retour d'investissement, mais participer tout à la négociation, exprimer besoin. Et si la communauté nous avons suffisamment de fonds, et nous sommes fort que la communauté est capable de faire, parce que ça m'a dans le pile comme. Peut-être que le pas bien comme le cas au partenariat privé avec les compagnies, il est capable d'inciter aux compagnies de faire recherche dans la commune. Maintenant, si on veut un bagage sérieux, il y a le négocier avec les compagnies, il y a des revenus qui peuvent aller à la compagnie. Donc, la commune, puisque c'est parti prenante, ils vont partir dans le revenu. Non seulement la taxe minière, mais la vont partir là-dedans. Donc, c'est parti prenante là-dedans. Oui, tout est possible avec la collectivité territoriale. Je suis entièrement d'accord avec vous. Pour que, si vraiment nous entrons dans l'exploitation minière, il faut que la commune joue un rôle important et que ceux qui devaient revenir à la commune, il y a la commune pour que le développement commence par la commune. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, ingénieur Prepti. Et Gary, allez-vous nous, s'il vous plaît? Et Vous mettez allé, Gary. bon, tout participant. N'attendons, Gary. Oui, vous entendez-moi? Oui, très bien. OK. Bonsoir tout le monde. Je profite Bonsoir. féliciter et remercier le Dr. Preti pour la présentation, ainsi que tout le monde qui a participé dans la rencontre. Et Dr. Preti, ça, comme est-ce qu'on a un inventaire de ressources humaines qualifiées que nous gagnons actuellement dans le pays pour le domaine ça? Et si le pays a prendre en route pour exploiter, pour exploitation ressources minières, et combien de temps il est capable de prendre pour nous former des jeunes dans le domaine et qui ça a coûté l'État haïtien et bon, d'abord, qui quantité que nous avons supposé gagner, c'est me référer à la question et à se poser à là pour que nous ayons gagné personnel, ça, ressources humaines, ça, dans presque tout département, parce que tout département, selon ça qu'on mentionné, des possibilités pour des exploitations de ressources minières qui font la caillou. Donc, en quelle quantité de jeunes que nous avons supposé former dans le domaine et qui ça a coûté l'État haïtien? Deuxièmement, est-ce qu'on a une idée de coût une cimenterie a coûté par exemple, un groupe d'investisseurs pour mettre
par exemple, dans la Tibonite, et par exemple. D'accord. Très bonne question. Et bon, maintenant, quantité de ressources humaines que nous avons besoin, ça va dépendre de ce qu'on veut faire. À une époque, nous avons suffisamment de ressources humaines pour aborder la question. Mais je vous dis, si nous voulons aborder, nous allons aborder tout de suite pour dire que nous commençons demain l'exploitation parce qu'il y a un pile d'infrastructures qui fait. Maintenant, combien de temps ça prend pour nous former des jeunes pour qu'ils aient un travail? L'auprès des jeunes qui sont à l'université, ils font sortir frais émolus, ils ont connaissance théorique. Au domaine ça, ou plus besoin de monde qui a expérience là-dedans. C'est sûr qu'on apprend jeune avec le temps, la fin de bagarre expérience. Mais actuellement, nous avons un pile de monde qui a expérience qui est dans le pays, soit qu'il a mouru, soit qu'il a quitté le pays, soit qu'il a fait l'autre bagaille. Mais nous avons carence en monde qui a expérience. Actuellement, dans le bureau d'Emen, peut-être qu'il y a 4 à 5 monde qui a expérience qui était, parmi lesquels il y a moi-même, qui ont fait une carrière. Mais même penser que mon carrière n'est pas finie. Après 50 ans de recherche minière, d'administration publique, c'est retraite mon balbon. Donc maintenant, je peux conseiller, je peux encadrer, même pas sur le terrain qu'on n'a pas fait travail comme on fait longtemps. Maintenant, pour pouvoir, pour gagner l'expérience, vraiment, il faut qu'au moins 20 ans, 25 ans, des gens qui sont expérimentés. Ou pas besoin d'un pile qu'on y a là. Maintenant, pour former un jeune, pour gagner l'expérience, bon, là, il fait une étude après 4 ans, il a une licence, ou bien il fait 2 ans pour un master ou un doctorat. Eh bien, pour gagner l'expérience là, il faut commencer à travailler dans le domaine, il faut faire un travail. Et trois cas monde que nous formons, qu'on y a là, que nous prenons à l'ENGA ou bien encore à l'université, pas d'expérience, mais puis soit qu'on pas un travail qu'on y a là, qu'a fait, il n'est pas capable de faire pratique. Donc, il faut qu'on pays cap marché. Vous voyez, mon à l'étudier, après un certain temps, ou intégrer pour le travail, mais qui est encadré par des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Et je pense que si nous pressons, nous voulons faire le qu'on y a là, il faut maintenant faire appel à la diaspora. Parce que je connais qu'il y a un pile haïtien qui étudie le domaine ça, mais qui sont à l'extérieur, qui travaillent à travers le monde, au Chili, au Canada, il y a un pile retraité qui là. Donc, compétence ça, nous sommes capables de faire appel à eux-mêmes pour venir encadrer les jeunes. Donc, nous mettons une politique sur pied pour que les jeunes nous avons les formations qu'il faut, mais nous encadrer par des gens qui sont beaucoup plus expérimentés. Nous avons un plan stratégique de développement, nous avons développé pour combien nous avons besoin, qui quantité de ressources que nous avons développées, pour que nous ayons un bagage à moyen terme et à long terme qui est satisfaisant. Oui, il est possible, mais dans l'immédiat, nous manquons de ressources, mais il faut travailler pour pouvoir reconstituer le système. Oui. Deuxième question encore, c'était? Et est-ce que vous avez une idée d'un coût en cimenterie? Oui, cimenterie. Maintenant, lorsque nous parlons d'exploitation, il y a aussi la taille de l'exploitation. Une cimenterie, vous êtes capable de mettre une mini-cimenterie, le minimum qu'il faut pour une cimenterie, c'est 1 million de tonnes par an, à taille minimale. Nous sommes capables de mettre une usine tout qui a 2 millions, 3 millions, 5 millions, ça dépend du marché qu'on gagne. Plus on a un marché potentiel, c'est plus taille là à augmenter. Nous parlons de l'industrie marbrière. Eh bien, une marbrerie, quelle que soit l'industrie, taille va dépendre du marché qu'on gagne, du marché qu'on va approvisionner. Sur un marché qui est important, il y a près de eh bien, on a besoin d'une usine qui a plus grande taille, et plus usine a plus grande taille, plus investissement important. Donc, actuellement, pour une cimenterie de petite taille qui gagne 1 million minimum, on a besoin au moins 1 million de dollars au départ. Et c'est petit investissement. Donc, pas étonné que une cimenterie qui approvisionne peut-être au grand marché, on a besoin de 3 millions, 4 millions, même des milliards de dollars. Ça dépend du taille là. Donc, c'est étude de marché qui peut le dire qui taille usine qu'on a besoin, qui marché qu'on peut approvisionner, qui type de traitement qu'on a besoin, etc. Donc, c'est lui-même qui peut conditionner taille usine et qui investissement qu'on a besoin. Et qui degré de rentabilité que qui importance usine. Donc, ce n'est pas question de faire ça avec 1000 tonnes par an ou bien 1 million de tonnes par an. Non, tout ça est conditionné par une étude de marché.